Ça fait quoi d'être inutile, ma sœur? A-t-elle ri devant la famille? J'ai répondu, je ne me suis jamais senti mieux. Depuis que j'ai arrêté de payer tes factures. Son sourire s'est effacé. Silence de mort. La maison brillait déjà lorsque je me suis garé dans l'allée de maman et papa, chaque fenêtre jetant une lueur chaude et jaune dans la froide soirée de Bourgogne. Des guirlandes de Noël encadraient le porche en ligne soignée que papa avait mesuré lui-même, comme il le faisait toujours, avec précision et en silence. La neige crissait sous mes bottes quand je suis sorti de la voiture, l'odeur du pain et du jambon au four flottant dans l'air avant même que j'atteigne la porte. Je serrais le gâteau contre ma poitrine, une chose simple faite maison, emballée dans du papier sulfurisé et de la ficelle, rien d'extraordinaire, juste quelque chose que j'avais préparé de mes propres mains la veille au soir après le travail. Il me semblait juste d'apporter quelque chose comme ça. Honnête. Sans prétention. À l'intérieur, la maison résonnait comme Noël l'avait toujours fait. Des rires qui rebondissaient sur les murs. Des assiettes qui s'entrechoquaient. Quelqu'un qui taquinait un autre pour avoir brûlé les petits pains. La voix de maman flottait depuis la cuisine, chaleureuse et affairée, disant à tout le monde de se laver les mains et de ne pas encore toucher à la sauce. Le sapin du salon clignotait doucement, ses décorations accumulées au fil des décennies captant la lumière. Un instant, debout là, à épousseter la neige de mon manteau, j'ai senti cette attraction familière. J'espère que peut-être cette année semblera normale. Peut-être que nous pourrions tous nous asseoir et manger sans que rien ne se brise. Puis j'ai entendu le rire de Camille. Il était fort et confiant, le genre de rire qui remplit une pièce et attire l'attention sans effort. Elle était déjà là, bien sûr. Elle l'était toujours. Assise en bout de table à côté de papa, les jambes croisées, son pull parfaitement repassé, sa coiffure impeccable. Elle racontait une histoire sur la circulation et un client qu'elle avait eu, ses mains bougeant en parlant, tout le monde l'écoutant. Elle ressemblait exactement à la personne dont notre famille avait l'habitude d'être fière. Maîtrisée. Sereine. Parfaite. Je suis entré complètement dans la pièce et j'ai posé le gâteau sur le comptoir. Le papier sulfurisé était simple. Pas de logo de magasin. Pas de dôme en plastique. Juste de la farine sur les bords et une légère odeur de vanille. J'ai vu la scène se dérouler en temps réel. Les yeux de Camille se sont posés sur le gâteau. Juste une seconde. Assez longtemps pour que quelque chose change derrière son sourire. C'est à ce moment-là qu'elle s'est penchée en arrière sur sa chaise et s'est tournée vers moi, toujours souriante, toujours en représentation, sa voix portant facilement par-dessus la table. Ça fait quoi d'être une incapable, ma sœur? La pièce ne s'est pas tue immédiatement. Il y a eu une demi-seconde où les rires ont persisté, où quelqu'un a cru que c'était une blague, où une fourchette a raclé une assiette. Puis tout s'est arrêté, comme un disque qui saute. Je l'ai senti avant de le penser. Un calme s'est fait dans ma poitrine. Mes mains ont cessé de trembler. C'était comme si quelque chose en moi s'était mis en place. Je ne me sentais pas petite. Cela m'a surprise. Pendant des années, des moments comme celui-ci m'auraient noué l'estomac, fait rougir mon visage, ouvert ma bouche pour une excuse que je ne devais pas. Cette fois, mon corps est resté immobile. Calme d'une manière qui me semblait nouvelle et stable. J'ai regardé Camille, je l'ai vraiment regardée, la tension autour de ses yeux, la façon dont son sourire attendait une réaction à laquelle il s'attendait. Avant de répondre, je veux faire une pause d'une seconde. En écoutant ceci en ce moment, que faites-vous? Êtes-vous assis à votre table de cuisine avec une tasse de café, en train de plier le linge, ou de conduire vers un endroit familier? Pour moi, quand cela s'est produit, j'étais debout dans la salle à manger de mes parents le soir de Noël, ne retenant que mon souffle et ce simple gâteau, réalisant que ma vie était sur le point de se diviser en un avant et un après. J'ai posé mes mains sur le dossier de la chaise et j'ai parlé d'une voix égale, qui me semblait étrange à mes propres oreilles car elle ne vacillait pas. Jamais mieux, depuis que j'ai arrêté de payer tes factures. Le silence qui a suivi n'était pas poli. Il était lourd et stupéfait. Le genre qui pèse sur vos oreilles. Le sourire de Camille s'est effondré comme si quelqu'un le lui avait arraché du visage. De l'autre côté de la table, maman s'est figée, la cuillère de service encore à la main. Les yeux de papa sont passés de Camille à moi, puis de nouveau à elle, son front se plissant comme s'il essayait de résoudre un problème qui n'avait soudain plus de chiffres. Papa s'est levé si vite que sa chaise a raclé bruyamment le sol.
Sa voix a percé le silence, tranchante et sans tenue. Quelle facture? Pourquoi? Tous les visages à table se sont tournés vers moi en même temps. Mes tantes. Mon oncle. Des cousins qui s'étaient arrêtés au milieu d'une bouchée. Même les petites lumières du sapin semblaient clignoter plus lentement. Je pouvais sentir tout cela, le poids de leur attention, les années de suppositions suspendues dans l'air. J'avais imaginé ce moment plus de fois que je ne pouvais compter. Sous la douche. Allongé éveillé la nuit. En rentrant du travail en voiture. Dans chaque version, je tremblais. Je pleurais. Je me défendais. Cette version était différente. Je me sentais planté, comme si mes pieds avaient pris racine dans le parquet que papa avait lui-même rénové des années auparavant. Camille a ri de nouveau, mais c'était un rire mince et rapide, rien à voir avec avant. Elle a agité une main comme pour balayer ça, ses yeux se tournant vers maman et papa. « Oh mon Dieu, dit-elle, essayant de rester légère, elle fait son drame. Vous savez comment elle est. » Papa ne s'est pas rassis. Il n'a pas souri. Il m'a regardé et a attendu. Pas en colère. Pas encore. Juste confus et profondément troublé. Maman a posé la cuillère lentement, son visage pâle d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Je pouvais entendre mon propre cœur battre, régulier et lent. J'ai alors réalisé que Camille avait dit ce qu'elle avait dit parce qu'elle avait vu le gâteau et avait paniqué. Parce que quelque chose dans cette petite offrande discrète menaçait l'histoire qu'elle racontait toute la soirée. L'histoire qu'elle allait bien. Que tout était sous contrôle. Qu'elle était toujours celle sur qui tout le monde comptait. Je n'avais pas prévu de dire quoi que ce soit au dîner. Pas ce soir. Pas comme ça. Mais quand elle s'est moquée de moi, quand elle m'a traité d'incapable devant tout le monde, quelque chose en moi a refusé de plier davantage. L'odeur de jambon et de cannelle remplissait l'espace entre nous. La neige tapotait doucement contre les fenêtres. Quelque part dans la maison, un minuteur a sonné, oublié. Personne n'a bougé pour l'éteindre. Papa a fait un pas de plus vers la table, sa voix plus basse maintenant mais non moins ferme. « Clara, dit-il, de quelle facture parles-tu » J'ai ouvert la bouche pour répondre, consciente que tout ce que je dirais ensuite changerait tout, consciente qu'il n'y avait pas moyen de remettre le gâteau dans la voiture, pas moyen de rembobiner la soirée. Tous les yeux restaient fixés sur moi, attendant. J'ai regardé papa et, pendant un instant, ma gorge n'a pas pu fonctionner. Pas parce que j'avais peur, mais parce que mon esprit a parcouru toutes les versions de Camille que mes parents avaient jamais aimées, toutes les versions auxquelles j'avais jamais cru, et j'ai réalisé à quel point il allait être difficile de décrocher cette image du mur devant tout le monde et de montrer ce qu'il y avait derrière. Si vous aviez demandé à n'importe qui dans notre famille qui était la personne stable, celle qui réussissait, l'enfant qui avait tout compris, ils auraient dit Camille sans même réfléchir. Elle avait maintenant 38 ans, l'aînée, le premier grand projet dont maman pouvait se vanter. Camille était la raison pour laquelle maman gardait une pile de cartes de Noël avec des photos de famille brillantes près du téléphone. Elle en prenait une et la tapotait comme une preuve chaque fois qu'elle parlait à ses amis. Mon aînée est dans le marketing, disait-elle, avec cette fierté dans la voix, comme si elle disait au monde qu'elle avait réussi sa maternité. Camille s'habillait comme si sa vie était une réunion, même pour un simple déjeuner. Lignes épurées, cheveux nets, ongles faits. Elle avait une façon d'entrer dans une pièce qui faisait se retourner les gens, non pas parce qu'elle l'exigeait, mais parce qu'elle s'y attendait. Quand elle a eu son premier grand emploi, maman a organisé un dîner. Papa a grillé des steaks même s'il faisait encore frais dehors, car papa a toujours cru qu'on célébrait avec le travail, la nourriture et en étant présent. Camille s'est assise à table avec un verre de vin comme si elle y avait sa place, parlant de son bureau en centre-ville, de projets, de délais et de clients. Je me souviens d'avoir observé le visage de papa. Il ne disait pas grand-chose, mais ses yeux restaient fixés sur elle comme il le faisait quand il regardait quelque chose qu'il avait construit. Comme si son succès était une chose solide en laquelle il pouvait avoir confiance. Quand elle a eu une promotion, maman l'a dit à tout le monde. Quand Camille voyageait pour le travail, maman postait les photos qu'on lui avait envoyées et agissait comme si elle les avait prises elle-même. Quand Camille a acheté de plus beaux meubles, maman en parlait comme si toute notre famille avait gravi un échelon dans le monde. Camille est devenue l'histoire que nos parents voulaient raconter. Elle était la preuve que le travail acharné payait. La preuve que notre famille allait bien. Et pour être juste, Camille travaillait dur.
Je ne vais pas prétendre le contraire. Elle était vive. Organisée. Rapide avec les mots. Elle pouvait charmer la bonne personne et conduire la mauvaise sans élever la voix. S'il y avait un problème, elle pouvait vous regarder dans les yeux et faire croire que vous étiez tous les deux du même côté, même quand ce n'était pas le cas. Ce genre de compétence vous mène loin dans un bureau. Ça vous mène loin dans une famille aussi. J'étais différente. Pas moins bien, juste différente. J'avais 32 ans, la discrète, celle qui a appris le chemin stable. Je travaillais comme coordinatrice de projet dans l'administration de la santé, ce qui est une façon élégante de dire que j'empêchais beaucoup de pièces mobiles de s'entrechoquer. Je faisais des plannings, je courais après les approbations, j'aplanissais les malentendus, je gérais les détails pour que d'autres puissent faire leur travail. Personne n'applaudit pour ce genre de travail. On remarque juste quand vous arrêtez de le faire. Dans notre famille, c'était aussi mon rôle. Je ne causais pas de problème. Je ne demandais pas grand-chose. J'apportais ce que je pouvais, et je m'assurais que les choses restent calmes. Quand maman était stressée, j'écoutais. Quand papa devenait silencieux, je n'insistais pas. Quand Camille faisait son drame, je lui laissais de l'espace, car lui laisser de l'espace semblait toujours l'option la plus sûre. Il y a le genre d'enfant autour duquel une famille construit une histoire, et il y a le genre d'enfant sur lequel une famille s'appuie. Camille était l'histoire. J'étais le pilier. Ça sonne amer quand je le dis comme ça, mais c'est juste la vérité. Si Camille manquait un dîner de fête, tout le monde agissait comme si toute la journée avait été gâchée. Si je manquais, maman soupirait et disait qu'elle comprenait, puis elle me demandait d'apporter les petits pains plus tard. Camille pouvait être en retard et ça devenait une histoire drôle. Je pouvais être en retard et ça devenait une question. Tu vas bien? C'est trop de travail. Pourquoi es-tu si fatigué? Même mes succès semblaient être un bruit de fond comparé au sien. Quand j'ai eu mon poste au réseau de santé, papa a dit c'est bien. Quand Camille a eu un nouveau titre, il a posé des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la taille de ton équipe? Quelle est ta prochaine étape? Papa n'est pas cruel, il est juste fait d'une certaine manière. Il respecte le progrès visible. Il respecte quelque chose que l'on peut montrer du doigt. Camille lui donnait quelque chose à montrer du doigt. C'est pourquoi ce moment à table semblait si impossible. Mes parents ne savaient plus qui ils regardaient. Papa me fixait comme si j'avais soudain parlé une langue qu'il ne comprenait pas. Le visage de maman était crispé d'inquiétude, mais aussi de confusion, car la confusion est ce qui arrive quand le scénario familial déraille. La vérité, c'est que Camille avait toujours contrôlé le scénario. Même quand nous étions plus jeunes, elle savait comment présenter les choses. Si elle oubliait quelque chose, ça devenait une erreur que n'importe qui pouvait faire. Si j'oubliais quelque chose, ça devenait une leçon sur la responsabilité. Si Camille s'emportait contre quelqu'un, c'est parce qu'elle était stressée. Si je m'emportais, c'est parce que j'étais trop sensible. Camille a appris très tôt que si elle parlait la première, les gens écoutaient. Alors elle parlait la première. Elle parlait toujours la première. C'est ce qu'elle a fait ce soir aussi. Elle a vu mon gâteau simple, mon entrée discrète, et elle a parlé la première. Elle l'a fait pour que tout le monde me regarde moi et pas elle. Elle l'a fait pour se sentir supérieure un instant. Elle l'a fait parce qu'elle en avait besoin. Parce que ce mot incapable ne me concernait pas vraiment. C'était un bouclier qu'elle tenait entre elle et les questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Je pouvais sentir la pièce attendre, mais dans ma tête, c'était soudain des années plus tôt, comme c'est toujours le cas quand on réalise que quelque chose se passe depuis plus longtemps qu'on ne voulait l'admettre. J'ai vu Camille à un repas de famille à la Toussaint, plaisantant sur le fait que j'étais toujours si prudente avec l'argent, toujours si ennuyeuse. Je l'ai vue à un dîner d'anniversaire, me taquinant pour avoir apporté des cadeaux faits maison au lieu d'acheter quelque chose de plus grand. Je l'ai vue s'appuyer sur ses petites piques comme si elles étaient inoffensives, comme si c'était juste des trucs de sœur. Mais maintenant, je pouvais voir ce qu'elle faisait vraiment. Elle me plaçait plus bas. Elle mettait en scène une situation où elle se tenait au sommet, souriante, et personne ne demandait pourquoi. Et j'ai réalisé autre chose, quelque chose qui m'a noué l'estomac même si je restais calme. Camille avait pu s'en tirer parce que personne ne la soupçonnait d'avoir besoin de quoi que ce soit. C'était tout l'intérêt de son image. Une femme qui réussit n'a pas besoin d'aide.
Une femme qui réussit n'emprunte pas d'argent. Une femme qui réussit ne se cache pas, ne ment pas, ne demande pas à sa petite sœur de garder des secrets. Donc, si Camille était la femme qui réussissait, alors je devais être celle qui allait mal. De cette façon, tout ce qui se passait à huis clos pouvait rester à huis clos. De cette façon, si j'avais l'air stressé ou fatigué, les gens supposeraient que c'était de ma faute. Le travail, les choix, la vie, peu importe. Pas elle. C'est pourquoi le mot incapable me blesse si profondément. Pas parce que c'était vrai. Ce ne l'était pas. Il blessait profondément parce qu'il venait de la personne en qui mes parents avaient le plus confiance, la personne que tout le monde croyait, la personne qui avait été traitée comme le centre stable de notre famille d'aussi loin que je me souvienne. Camille était assise là maintenant, les épaules toujours droites, le menton levé comme si elle essayait de garder cette ancienne version d'elle-même intacte. Mais ses yeux n'étaient pas calmes. Ses yeux étaient vifs et rapides, observant papa, observant maman, observant mes tantes et mon oncle, calculant. Le sourire avait disparu, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu ce qui vivait en dessous. La peur, brûlante et agitée. Les mains de papa étaient sur le dossier de sa chaise. Il ne criait plus, mais la tension dans sa mâchoire me disait qu'il voulait des réponses. Papa n'aime pas les surprises. Papa n'aime surtout pas les surprises financières. Il venait d'une génération qui économisait, payait ses factures à temps, réparait les choses au lieu de les remplacer. Il garde encore toutes les garanties dans un tiroir. Si une ampoule grille, papa la remplace immédiatement. L'ordre le calme. Camille n'était pas ordonnée. Camille était une tempête habillée en rayons de soleil. Les doigts de maman se tordaient dans le bord de son tablier. Maman regardait Camille comme si elle essayait de la reconnaître. Elle me regardait aussi comme si elle me voyait sous un nouveau jour, et je ne pouvais pas dire si cela la rendait coupable ou juste effrayée. Les yeux de ma tante Sophie passaient de l'une à l'autre, larges et prudents, comme ils le deviennent quand quelqu'un sent un secret de famille et ne sait pas où mettre les mains. Mon oncle s'est raclé la gorge une fois, puis s'est arrêté, comme s'il réalisait qu'il n'y avait rien qu'il puisse dire qui n'aggraverait pas les choses. Camille a finalement reparlé, sa voix plus aiguë qu'avant, trop enjouée. Elle a essayé de rire. Je plaisantais. Allons. C'est Noël. Elle a regardé papa et maman avec un sourire suppliant, comme si elle leur demandait de remettre l'ancien scénario sur la table et de faire semblant qu'il était toujours bon. Mais je ne pouvais pas. Pas après ce qu'elle avait dit. Pas après ce que je venais d'admettre. J'ai regardé papa puis maman, et quelque chose s'est installé en moi comme une décision qui devenait solide. Camille avait passé des années à être celle que tout le monde croyait. Ce soir, j'allais être celle qui dirait la vérité la première. J'ai pris une inspiration, sentant l'air chaud de la salle à manger remplir mes poumons, sentant le pain, la sauce et la légère douceur de mon gâteau qui attendait, intact, sur le comptoir. Ma voix est sortie stable car j'avais porté ces mots seul depuis trop longtemps. Papa, dis-je doucement, je peux expliquer. J'ai juste besoin que tu me laisses finir. Papa a hoché la tête une fois, lentement et raidement, et a levé la main, non pas pour m'arrêter, mais pour faire taire la pièce. Comme il le faisait quand nous étions enfants et que Camille et moi commencions à parler l'une par-dessus l'autre. Continue, dit-il. Alors j'ai continué. Je leur ai dit que ça n'avait pas commencé comme ils l'imaginaient probablement. Il n'y a pas eu de grande confession, pas de crise de larmes dramatique devant tout le monde. Ça a commencé petit, au milieu d'une année où tout semblait échapper aux gens. L'année où les rues sont devenues silencieuses et où tout le monde a appris à quel point leur projet était fragile. Au printemps 2020, quand les bureaux ont fermé et que le monde semblait retenir son souffle, Camille m'a appelé tard un soir. Je m'en souviens clairement car je venais de finir de faire la vaisselle dans mon appartement et j'étais debout à l'évier, regardant un parking vide. Le téléphone s'est allumé avec son nom, et pendant une seconde, j'ai hésité. Camille n'appelait généralement pas tard. C'était une planificatrice. Les appels avec elle étaient programmés, avaient un but. Celui-ci semblait différent. Quand j'ai répondu, elle n'a pas dit bonjour tout de suite. J'ai d'abord entendu sa respiration, inégale et tremblante, comme si elle avait pleuré et essayait de se reprendre. Puis mon nom est sorti, doux et brisé d'une manière que je n'avais jamais entendue de sa part auparavant. Je pouvais l'imaginer avant même qu'elle ne parle plus. Assise sur le bord de son lit, le téléphone pressé contre son oreille, les épaules voûtées, les yeux rouges.
La voix confiante qu'elle utilisait si facilement avec tout le monde avait disparu. Elle avait l'air petite. Elle m'a dit que l'entreprise avait licencié des gens. Elle l'a dit comme si c'était une mauvaise expression qu'elle ne voulait pas dire à haute voix. Licencié. Réduction d'effectifs. Restructuration. Tous les mots que les gens utilisaient cette année-là pour adoucir la même dure vérité. Elle a dit que son poste avait été supprimé. Pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal. Elle a été très claire là-dessus. C'était juste l'économie. Juste un mauvais timing. Je me souviens m'être appuyé contre le comptoir, l'estomac noué, parce que Camille perdant son emploi ne cadrait pas avec l'image que j'avais d'elle. C'était elle qui retombait sur ses pieds. C'était elle qui avait toujours un plan. Elle a expédié le reste, parlant vite maintenant, comme si la vitesse pouvait empêcher la peur de la rattraper. Elle avait quelques économies. Elle postulait déjà. Elle avait des contacts. C'était temporaire. Elle n'arrêtait pas d'utiliser ce mot. Temporaire. Elle a dit qu'elle avait juste besoin d'un peu d'aide pour traverser cette période. Juste le loyer pour un mois ou deux. Peut-être les charges. Rien de gros. Et puis sa voix s'est à nouveau brisée, et elle a dit la partie qui m'a fait mal à la poitrine. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas dit à maman et papa. Elle ne pouvait pas. Pas encore. Maman paniquerait. Papa s'inquiéterait. Ils avaient déjà traversé tellement de choses cette année-là. Elle ne voulait pas être un autre problème à porter. Elle m'a demandé de ne rien dire. Je suis resté là à écouter, à regarder mon reflet dans la fenêtre sombre, et tout ce que je pouvais penser, c'est que ça devait la tuer. Camille détestait paraître faible. Elle détestait avoir besoin d'aide. Si elle m'appelait, ça devait être vraiment grave. Je lui ai demandé de combien elle avait besoin. Je lui ai demandé quand elle pensait être de nouveau sur pied. Elle m'a donné des réponses qui semblaient raisonnables. Quelques semaines. Quelques mois au plus. Elle a dit qu'elle avait des entretiens prévus. Elle a dit qu'elle était gênée de demander. Je lui ai dit que j'aiderais. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas demandé de preuves ou de détails. C'était ma sœur. Elle avait toujours été celle qui était en avance sur moi. Si elle disait qu'elle trébuchait, je la croyais. Je me suis dit que c'était ce que la famille faisait quand les choses devenaient difficiles. Le premier virement m'a semblé étrange, comme si je mettais des chaussures qui n'étaient pas les miennes. Je me souviens avoir regardé mon application bancaire, vérifié les chiffres 2 fois, pour m'assurer que je pouvais me le permettre. Ce n'était pas facile, mais c'était possible. Je me suis dit que je me serrais la ceinture pendant un certain temps. Sauter quelques extras. Travailler un peu plus. J'ai appuyé sur envoyer. Camille a immédiatement cessé de pleurer. Le changement a été si rapide qu'il m'a presque surprise. Sa voix s'est stabilisée, et elle m'a remercié, encore et encore. Elle a dit qu'elle savait qu'elle pouvait compter sur moi. Elle a dit que j'étais une bonne sœur. Elle a dit que cela ne deviendrait jamais un problème. Juste un pont jusqu'à ce qu'elle atterrisse. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le bord de mon canapé et j'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Je me suis senti utile alors. Pas de la manière dont Camille me jetterait plus tard le mot à la figure, mais d'une manière discrète qui avait du sens pour moi. J'aidais quelqu'un que j'aimais. Je faisais quelque chose de concret dans une année pleine de choses que personne ne pouvait réparer. Les semaines qui ont suivi ont été étranges pour tout le monde. Les bureaux sont restés fermés. Les entretiens se sont déplacés en ligne. Le temps s'est étiré et replié sur lui-même. Camille m'envoyait des nouvelles de temps en temps. Une conversation prometteuse. Un recruteur qui aimait son parcours. Une entreprise qui a gelé les embauches à la dernière minute. Chaque message était accompagné d'une assurance. Elle était proche. Elle avait juste besoin d'un peu plus de temps. Je n'ai rien dit à maman ou papa. Pas parce que je pensais qu'ils seraient en colère, mais parce que je croyais Camille quand elle disait qu'elle voulait leur dire elle-même, une fois les choses réglées. Je ne voulais pas lui enlever ça. Je ne voulais pas la faire se sentir plus petite qu'elle ne l'était déjà. J'ai continué à travailler. L'administration de la santé n'a pas ralenti pendant cette période. Au contraire, elle s'est accélérée. De longues journées. Des changements constants.
de nouvelles règles chaque semaine. J'étais épuisé, mais je me disais que c'était temporaire aussi. Tout était temporaire alors, ou du moins c'est ce que nous nous disions tous pour continuer. Quand Camille a rappelé un mois plus tard, elle semblait plus calme. Pas heureuse, mais posée. Elle a dit qu'elle cherchait toujours. Elle a dit que le marché était difficile, mais qu'elle avait des économies, qu'elle était prudente. Elle a demandé si je pouvais l'aider avec un paiement de plus. Juste un de plus. J'ai dit oui. Je ne me sentais pas manipulé. Je ne me sentais pas utilisé. Je me sentais nécessaire. Et dans une famille où j'avais toujours été en arrière-plan, ce sentiment portait un pouvoir tranquille. Parfois, elle s'excusait avant de demander. Parfois, non. Parfois, elle parlait de la frustration d'être à la maison toute la journée, de se sentir invisible sans son travail. J'écoutais. Je hochais la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Je lui disais que ça irait mieux. Je le pensais. En y repensant maintenant, je vois avec quelle prudence elle a tout cadré. Comment elle me rappelait toujours que c'était temporaire. Comment elle soulignait toujours qu'elle me rembourserait. Comment elle revenait toujours à quel point elle avait honte. La honte est une chose puissante. Elle pousse les gens à la protéger. Elle m'a poussé à la protéger. À l'époque, rien de tout cela ne semblait mal. C'était comme se tenir sous le toit de quelqu'un d'autre pendant une tempête, le soutenir jusqu'à ce que le temps passe. Je croyais que la tempête passerait. C'est la partie que je veux qu'ils comprennent, debout là à la table de Noël, tous les yeux encore sur moi. Je ne me suis pas lancé dans cette histoire à l'aveugle. Je m'y suis lancé en faisant confiance à la version de Camille en laquelle nous croyions tous. Je pensais que j'aidais ma sœur à se relever. Cette croyance m'a porté pendant un certain temps. Elle a fait que les heures supplémentaires ressemblaient à quelque chose de noble au lieu de quelque chose d'épuisant. Elle a fait que chaque virement ressemblait à un patch temporaire au lieu du début d'un schéma. Et pendant les 2 premiers mois, cela ressemblait vraiment à un pont. Camille n'arrêtait pas de dire qu'elle était proche. Elle n'arrêtait pas de dire que des entretiens avaient lieu. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle détestait demander. Puis les demandes ont commencé à changer de forme. Au début, c'était juste le loyer, puis c'est devenu « pourrais-tu couvrir la facture d'électricité ce mois-ci aussi ?» Elle disait qu'elle devait garder les lumières allumées parce qu'elle faisait des entretiens depuis chez elle et qu'elle ne pouvait pas risquer une coupure. La façon dont elle le disait donnait l'impression que je laisserais son avenir s'effondrer si je disais non. Je l'ai couverte. Je me suis dit que c'était pratique. C'était juste l'électricité, ce n'était pas pour toujours. Quelques semaines plus tard, elle m'a envoyé un texto pour me demander si je pouvais envoyer un peu plus pour Internet. Elle disait que la connexion dans son appartement était inégale et qu'elle devait améliorer son forfait pour rester compétitive. Elle l'a écrit comme un problème d'entreprise, comme si elle était toujours la directrice marketing qui pouvait transformer n'importe quoi en stratégie. Je l'ai envoyé. Elle a répondu par une série de messages de remerciements qui m'ont soulagé la poitrine. Comme si nous étions toujours sœurs. Comme si j'aidais. Puis il y a eu la carte de crédit. Elle a appelé et sa voix était tendue, contrôlée, comme si elle essayait d'empêcher l'émotion de déborder. Elle a dit qu'elle avait un paiement de carte dû et qu'elle avait mal calculé. Elle a dit que cela nuirait à sa solvabilité si elle le manquait, et qu'elle ne pouvait pas se permettre de gâcher sa solvabilité en ce moment, pas avec les propriétaires et les emplois. Je me souviens être assise à ma table de cuisine, l'ordinateur portable ouvert, les factures étalées devant moi, et sentir quelque chose changer. Pas encore de la suspicion, mais un poids. Comme si le pont s'allongeait. J'ai demandé combien. Elle me l'a dit. J'ai hésité une seconde, juste une, et elle l'a entendu. Son ton s'est immédiatement aiguisé, toujours calme, mais plus tranchant. Elle a dit « Je sais que tu penses que j'aurais dû mieux planifier, mais tu ne comprends pas ce que c'est quand tout s'effondre en même temps. » Elle a dit qu'elle était déjà humiliée. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin du jugement de sa propre sœur. Alors j'ai payé. Après cela, les demandes sont venues avec des règles. Pas écrites comme un contrat, mais dites comme un avertissement. Ne le dis pas à maman et papa. Elle le disait à chaque fois. Parfois, elle le disait doucement, comme une supplication. Parfois, elle le disait comme un ordre. Elle disait que maman s'inquiéterait à en être malade. Elle disait que papa la regarderait différemment.
Elle disait qu'ils en avaient assez sur les bras. Elle disait je gère ça, j'ai juste besoin de temps. Elle disait je leur dirai quand j'aurai de bonnes nouvelles, pas quand je serai en train de me noyer. Il y avait toujours une raison qui me faisait sentir cruel de la remettre en question. Et il y avait toujours la honte. Elle s'appuyait sur ce mot comme si c'était un bouclier. Elle disait qu'elle avait honte d'être au chômage. Elle disait qu'elle avait honte d'avoir besoin d'aide. Elle disait qu'elle avait honte d'avoir travaillé si dur pour en arriver là. Elle le disait comme si elle s'attendait à ce que je la sauve de ça. Pas seulement avec de l'argent, mais avec le silence. Alors je suis restée silencieuse. Je suis restée silencieuse parce que je pensais que le silence était de la gentillesse. Je suis restée silencieuse parce que je ne voulais pas briser la version de Camille en laquelle mes parents croyaient. Je suis restée silencieuse parce que si je suis honnête, il y avait une partie de moi qui voulait être celle en qui elle avait confiance. Celle sur qui elle s'appuyait. Celle qui comptait. Au début, je n'ai pas remarqué comment ce silence a commencé à me changer. Il s'est manifesté par de petites choses. J'ai arrêté d'acheter les petites choses qui rendaient mes semaines plus faciles. J'ai arrêté de commander le déjeuner au travail. Je faisais du café à la maison et le transportais dans une tasse de voyage qui fuyait toujours un peu. Je me disais que j'étais responsable. Je me disais que c'était juste pour l'instant. Je me disais que je pouvais gérer. L'administration de la santé pendant cette période était implacable. Nous étions en sous-effectif et nous nous adaptions constamment à de nouvelles politiques. Je restais tard. Je prenais des tâches supplémentaires. Je prenais des appels que je n'avais pas à prendre. Je disais à mon patron que je pouvais gérer. Je suis devenu la personne qui disait oui avant que quiconque puisse demander. Quand les gens disent que la famille passe avant tout, ils ne parlent pas toujours du coup silencieux. De la façon dont il s'insinue dans votre corps. De la façon dont il tend vos épaules même lorsque vous êtes assis immobile. De la façon dont votre cœur bat plus vite lorsque votre téléphone s'allume, parce que cela pourrait être une autre demande, une autre urgence, une autre crise que vous n'avez pas créée. Camille appelait et je répondais avant la deuxième sonnerie. Si je manquais un appel, elle envoyait un texto, « S'il te plaît, rappelle-moi quand tu pourras », et les mots semblaient plus lourds qu'ils ne le devraient. Parfois, elle ajoutait, « C'est important », et mon esprit commençait à s'emballer. J'imaginais des avis d'expulsion, des avertissements de coupure, des frais de retard s'empilant comme des briques. Je rappelais et je me préparais. La moitié du temps, c'était quelque chose qui aurait pu attendre. Mais elle ne laissait jamais attendre. Ça faisait partie du jeu. Si tout était urgent, alors je n'avais jamais d'espace pour réfléchir. J'ai essayé une fois de créer de l'espace. C'était à la fin de l'été, il faisait encore chaud dehors, le genre de soirée où l'air vous colle à la peau. Je venais de rentrer du travail, chaussures enlevées, cheveux relevés, debout dans ma cuisine à regarder les courses que j'avais achetées en respectant soigneusement un budget. Camille a appelé et a demandé pour le prochain paiement. Pas le loyer, dit-elle, mais les charges, plus la carte, plus une autre chose. Elle a dit qu'elle devait renouveler quelque chose en ligne, un abonnement, elle a dit que c'était nécessaire pour la recherche d'emploi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit quelque chose que je m'étais entraîné à dire dans ma tête pendant des semaines. J'ai dit et Camille, peut-être devrions-nous le dire à maman et papa. Peut-être que papa peut t'aider à faire un plan. Peut-être que maman préférerait savoir plutôt que d'être tenue dans l'ignorance. Peut-être que cela devient plus important qu'une simple période creuse. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil pendant un moment. Puis sa voix a changé. Pas en pleurs. Pas douce. Froide. Elle a dit, « Tu veux me ruiner ?» J'ai cligné des yeux, comme si j'avais mal entendu. J'ai dit non, bien sûr que non, je pense juste qu'il voudrait savoir. Elle a dit « Tu ne comprends pas, papa ne me regardera plus jamais de la même façon. Maman en fera une histoire sur elle et son anxiété, et je devrais gérer ça aussi. Tu veux me faire décevoir la famille pour te sentir mieux dans ta peau. » Ça m'a frappé comme une gifle. C'était si injuste que mon premier instinct a été de rire, mais ma bouche est restée fermée. J'ai senti mon visage s'échauffer. Je lui ai dit que ce n'était pas ce que je voulais dire. Je lui ai dit que j'étais inquiète. Je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer à faire ça éternellement. Son ton s'est adouci juste assez pour ressembler à un piège qui se referme doucement. Elle a dit « Je savais que tu ramènerais ça à toi. » Elle a dit « C'est moi qui le vis,
Clara. C'est moi qui dois me réveiller et me sentir comme une ratée tous les jours. Toi, tu vas au travail et tu te sens stable. Tu ne sais pas ce que c'est que de voir ta vie s'effondrer. Puis elle a soupiré, comme si j'étais épuisante. Elle a dit « Je ne voulais pas te demander en premier lieu. Tu as offert. Tu as dit que tu aiderais. » Elle a dit « Je m'en souviendrai. Je me souviendrai que lorsque j'avais besoin de toi, tu m'as fait supplier. » J'ai senti mon estomac se tordre. Pas parce que je croyais qu'elle avait raison, mais parce que je pouvais entendre l'ancienne dynamique se remettre en place. Camille au-dessus, cadrant l'histoire. Moi en dessous, me démenant pour prouver que je n'étais pas égoïste. Alors j'ai reculé. Je lui ai dit que j'étais désolé. Je lui ai dit que je ne voulais pas ajouter de stress. Je lui ai dit oui, je l'enverrai. Elle a expiré et a dit merci, comme si elle m'accordait son pardon. Après avoir raccroché, j'ai regardé mon téléphone pendant un long moment. Mes mains tremblaient un peu, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose qui m'effrayait plus que l'argent. J'ai réalisé que j'avais peur de sa déception. Peur de sa colère. Peur d'être cataloguée comme la mauvaise sœur. Ce n'est pas normal. Pas quand vous êtes deux femmes adultes. Pas quand vous essayez juste d'être honnête. J'ai commencé à remarquer comment Camille parlait du secret comme si c'était de l'amour. Comme si garder son secret était la preuve que je tenais à elle. Elle disait des choses comme « Tu es la seule en qui je peux avoir confiance », et ça sonnait comme un compliment. Puis elle disait « Ne le dis à personne », et ça sonnait comme une responsabilité. Parfois, elle appelait et sa voix redevenait douce, presque sucrée. Elle me demandait comment j'allais. Elle mentionnait quelque chose de drôle qu'elle avait vu en ligne. Elle me disait que le bon vieux temps lui manquait. Puis, juste au moment où je sentais ma garde baisser, elle glissait la demande. Peux-tu couvrir ça aussi? Juste celui-ci. Tu sais que je le ferai pour toi. Je voulais croire cette dernière partie. Je voulais croire qu'elle le ferait pour moi. Mais une petite partie de moi n'arrêtait pas de murmurer qu'elle ne l'avait jamais fait, pas vraiment. Pas quand ça comptait. Camille était douée pour être présente quand cela la mettait en valeur. Elle n'était pas douée pour être présente quand c'était compliqué. Je me suis dit que cette pensée était mesquine. Je l'ai repoussée. J'ai repoussé beaucoup de choses. J'ai repoussé le ressentiment quand je la voyais poster des photos en ligne, souriante sur une terrasse, même si la boisson dans sa main n'était que de la limonade. J'ai repoussé la confusion quand elle parlait de commander à emporter comme si c'était normal, même si elle me disait qu'elle survivait à peine. J'ai repoussé la petite piqûre quand elle faisait des blagues sur mes dépenses prudentes, sur le fait que j'étais toujours si sérieuse. Elle riait et disait « Tu t'inquiètes trop », et je regardais mon compte en banque et j'avalais la vérité. Il y a une solitude très spécifique qui vient du fait de porter un secret qui n'est pas le vôtre. Elle vous isole de tout le monde dans la pièce. Vous êtes assise au dîner de famille et vous souriez, et vous savez quelque chose que les autres ne savent pas. Vous regardez vos parents rire et se détendre, et vous savez qu'ils ne seraient pas détendus s'ils savaient. Vous devenez la gardienne d'une réalité que personne ne vous a demandé de détenir. Je l'ai gardée parce que Camille donnait l'impression que je les protégeais. Protégeant les nerfs de maman. Protégeant la fierté de papa. Protégeant la paix des fêtes. La façon dont elle le disait, ça sonnait presque noble. Mais plus ça durait, moins ça semblait noble. Ça a commencé à ressembler à un piège qui se resserrait chaque fois que j'essayais de m'en éloigner. Au bout d'un an, je ne comptais plus les mois. Je comptais les paiements. Je pouvais vous dire exactement quand son loyer était dû, quand les factures de services publics tombaient, quand le paiement de la carte était affiché. Ma vie a commencé à tourner autour de son calendrier. Et pendant tout ce temps, Camille a continué à porter sa confiance comme une armure. Même au téléphone, même en larmes, elle ne se laissait jamais paraître trop faible trop longtemps. Elle revenait toujours au contrôle. Elle me rappelait toujours que le dire à qui que ce soit serait une trahison. Elle trouvait toujours un moyen de faire en sorte que mon aide ressemble à une obligation. Je me suis dit que ça finirait quand elle trouverait un emploi. Je me suis dit que ça finirait quand le monde se calmerait. Je me suis dit que ça finirait parce que ça devait finir. C'est ce que je me disais. Et debout là, à la table de Noël, en regardant le visage de papa qui attendait mon explication, j'ai réalisé depuis combien de temps je me disais ça, et combien de ma vie j'avais réarrangé autour de l'espoir que ma sœur finirait par se relever toute seule.
J'ai pris une autre inspiration, et je pouvais sentir toute la pièce retenir la sienne avec moi. Mais avant de pouvoir expliquer ce que l'argent était devenu, je devais expliquer comment j'avais découvert qu'il n'allait plus là où je pensais qu'il allait. Pendant longtemps, j'ai cru que chaque euro que j'envoyais servait à garder un toit sur la tête de Camille et les lumières allumées dans son appartement. J'imaginais des chèques de loyer, des soldes de factures de services publics, des dépenses d'adultes ennuyeuses qui s'additionnaient mais qui avaient du sens. C'est cette image qui m'a permis de continuer à appuyer sur envoyer un même lorsque ma propre poitrine se serrait. La première fissure dans cette image est apparue discrètement, pas avec une dispute ou une confession, mais avec une notification. C'était un après-midi quelconque, au milieu d'une autre longue journée de travail. Je déjeunais à mon bureau, faisant défiler mon téléphone comme les gens le font quand ils ont besoin d'une pause mentale. Camille avait posté quelque chose. Pas une photo d'elle, pas une citation, mais une capture d'écran. Elle a traversé mon écran pendant moins d'une seconde avant que mon cerveau n'enregistre ce que c'était. Des chiffres. Des graphiques. Des lignes vertes et rouges qui montaient et descendaient brusquement. Je l'ai regardée plus longtemps que prévu. Elle l'avait légendé avec quelque chose de vague sur l'apprentissage et la discipline. Rien qui ne dise ouvertement argent. Rien qui n'alarmerait quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il regardait. Mais j'en savais assez pour sentir mon estomac se nouer. Ce soir-là, quand elle a appelé pour demander le prochain virement, je l'ai interrogée à ce sujet. J'ai essayé de paraître décontracté. J'ai demandé ce qu'était ce graphique. Elle a ri, rapidement et avec dédain. Elle a dit que c'était juste de l'investissement. Elle a dit qu'elle avait appris quelques trucs pendant qu'elle avait du temps. Forex. Crypto. Des choses comme ça. Elle a dit que c'était intelligent de se diversifier. Elle a dit que tout le monde le faisait. Sa confiance était immédiate et rodée. Le même ton qu'elle utilisait quand elle parlait de campagne et de stratégie à l'époque où elle avait encore son travail. Elle a fait en sorte que ça paraisse responsable. Progressiste. Presque impressionnant. J'ai demandé si elle y mettait beaucoup d'argent. Elle a dit non. Elle a dit juste un peu. Elle a dit qu'elle était prudente. Elle a dit qu'elle ne jouerait jamais. Ce mot est sorti sèchement, comme une insulte. Je ne suis pas stupide, a-t-elle dit. Je sais ce que je fais. Je voulais la croire. Vraiment. Mais quelque chose dans mon corps ne s'est pas calmé comme d'habitude quand elle me rassurait. L'image de ces graphiques m'est restée. Les chutes brutales. Les pics soudains. Ça ne ressemblait pas à un investissement lent et prudent. Ça ressemblait à de l'adrénaline. Je n'ai pas insisté ce soir-là. Je me suis dit que ce n'était pas ma place. Elle était déjà assez sur la défensive à propos de l'argent. Je ne voulais pas ajouter une autre couche de tension. Mais une fois l'idée là, elle n'est pas partie. Au cours des semaines suivantes, de petites choses ont commencé à se démarquer. Elle mentionnait être debout tard à regarder les marchés. Elle m'envoyait des textos à des heures étranges, excitée ou plate d'une manière qui ne correspondait pas à ce qu'elle disait. Parfois, elle semblait survoltée, parlant vite, sautant d'une idée à l'autre. D'autres fois, elle semblait vide, comme si elle récitait des lignes qu'elle avait répétées. Un après-midi, j'ai croisé Nathan Dubois à l'épicerie. Nathan était un vieil ami de la famille, quelqu'un qui nous connaissait depuis que nous étions enfants. Il travaillait comme conseiller financier indépendant, le genre de personne qui expliquait les choses calmement et n'essayait jamais d'impressionner qui que ce soit. Nous avons parlé du travail et du temps, puis, sans le prévoir, j'ai mentionné Camille. Juste comme ça. J'ai dit qu'elle était entre deux emplois et qu'elle parlait de trading en ligne. L'expression de Nathan a changé immédiatement. Pas alarmée, mais sérieuse. Il a demandé quel type de trading. Quand j'ai dit Forex et crypto, il a hoché la tête lentement. Il n'a pas dit que c'était diabolique ou imprudent. Il a dit quelque chose de plus calme, quelque chose qui m'est resté. Il a dit que pour certaines personnes, ça commence à ressembler moins à de l'investissement et plus à du jeu. Il a dit que le problème n'est pas seulement les pertes, c'est le schéma. Quand quelqu'un perd, il ressent le besoin de récupérer son argent. Il court après la perte. Il se dit que le prochain coup arrangera tout. Il a dit que le cerveau réagit aux gains et aux pertes de la même manière qu'à une machine à sous. Il a dit que le marché ne se soucie pas de savoir à quel point vous avez besoin qu'il se retourne.
J'ai conduit jusqu'à la maison avec ces mots résonnant dans ma tête. Ce soir-là, quand Camille a appelé, je lui ai demandé plus directement. J'ai demandé combien elle avait investi. Elle a esquivé. Elle a dit que je réfléchissais trop. Elle a dit que je ressemblais à papa. Ça m'a piqué, parce qu'elle savait exactement ce que cette comparaison me ferait. Elle savait que je ne voulais pas paraître contrôlante. Elle savait que je ne voulais pas être celle qui lui faisait la leçon. Elle a dit que c'était en fait une bonne nouvelle. Elle a dit qu'elle avait presque récupéré ce qu'elle avait perdu plus tôt. Elle a dit qu'elle avait juste besoin d'un peu plus de temps pour bien faire les choses. Perdu plus tôt. C'était la première fois qu'elle admettait qu'il y avait eu des pertes. Je lui ai demandé si l'argent que j'envoyais allait dans ses comptes. Elle a fait une pause. Juste assez longtemps. Elle a dit non. Elle a dit pas directement. Elle a dit que tout se mélangeait. Elle a dit que l'argent, c'est de l'argent et qu'elle le gérait. Elle a dit que je me concentrais sur la mauvaise chose. C'est à ce moment-là que la peur est entrée dans la pièce. Pas la panique, pas la colère, mais la peur. Le genre qui s'installe bas et froid et rend tout le reste peu fiable. J'ai réalisé que je ne savais pas où allait mon argent. J'ai réalisé que je faisais confiance à quelqu'un qui ne pouvait pas expliquer clairement ce qu'elle en faisait. Quelques jours plus tard, elle a appelé avec une urgence dans la voix. Elle a dit qu'il y avait eu un mauvais coup. Elle a dit que le marché était volatile. Elle a dit qu'elle pouvait arranger ça, mais seulement si elle agissait vite. Elle a dit qu'elle avait besoin d'aide pour couvrir les choses jusqu'à ce que ça se retourne. Je lui ai demandé combien. Elle me l'a dit. Le chiffre m'a serré la poitrine. C'était plus que d'habitude. Pas exorbitant, mais pas petit. Assez pour que je le sente. Assez pour que je doive à nouveau jongler avec les choses. Je lui ai dit que j'étais inquiète. Je lui ai dit que cela ne ressemblait plus à de simples paiements de factures. Sa réaction a été immédiate. Elle m'a accusé de ne pas lui faire confiance. Elle a dit que si j'avais la moindre idée à quel point elle était proche de renverser la situation, je n'hésiterais pas. Elle a dit que c'était le dernier effort. Le dernier coup. La dernière chance. Elle a dit que si je ne l'aidais pas maintenant, tout ce pourquoi elle avait travaillé serait perdu. Je pouvais entendre le tranchant dans sa voix, le désespoir enveloppé de confiance. C'était le même schéma que Nathan avait décrit, se déroulant juste devant moi. Perdre. Courir après. Juste un de plus. J'ai dit que j'avais besoin de réfléchir. Elle n'a pas aimé ça. Elle a dit que réfléchir était un luxe qu'elle n'avait pas. Elle a dit que l'hésitation était la façon dont les gens manquaient les opportunités. Elle a dit que j'étais négative. Elle a dit qu'elle pensait que je croyais en elle. Ce dernier a fait mal. La croyance était devenue une monnaie d'échange. Si je croyais en elle, je payais. Si je ne le faisais pas, j'étais l'ennemi. J'ai raccroché et je me suis assise dans le silence de mon appartement, le téléphone à la main, le cœur battant. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé à nouveau les chiffres. J'ai regardé le compte d'épargne que j'avais lentement constitué. J'ai regardé le solde de ma carte de crédit qui était plus élevé que je ne l'aimais. J'ai regardé le calendrier et j'ai compté les jours jusqu'à ma prochaine paie. Je me suis dit que si c'était vraiment le dernier effort, alors l'aider une dernière fois mettrait vraiment fin aux choses. Je me suis dit que si je n'aidais pas et qu'elle perdait tout, je ne me le pardonnerais jamais. Je me suis dit que la famille signifiait être présent même quand ça faisait peur. Alors j'ai envoyé l'argent. Après, je ne me suis pas senti soulagé. Je me sentais malade. Les semaines suivantes ont été un flot de nouvelles qui n'allaient nulle part. Elle disait que le marché était imprévisible. Elle disait qu'elle avait presque atteint l'équilibre. Elle disait que les choses s'amélioraient. Elle disait aussi qu'elle avait de nouveaux besoins d'aide pour le loyer. Les mots m'ont presque brisé. C'est alors que la vérité s'est finalement installée, lourde et indéniable. Je ne l'aidais pas à se stabiliser. Je l'aidais à survivre aux conséquences de quelque chose qu'elle ne pouvait pas arrêter de faire. Mon argent n'était plus un pont. C'était un rembourrage. Il amortissait sa chute pour l'empêcher de toucher le fond. Je me suis souvenu de la voix calme de Nathan, de la façon dont il avait dit que le cerveau court après les pertes. Je me suis souvenu de la façon dont Camille parlait du prochain coup,
de la façon dont sa voix s'élevait avec un espoir trop vif pour être réel. J'ai alors réalisé que l'aide que je pensais donner lui permettait en fait de continuer. Pas vers un emploi. Pas vers la stabilité. Mais plus profondément dans quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Debout là maintenant, à la table de Noël, avec papa qui attendait mon explication et maman qui s'agrippait au bord du comptoir, j'ai senti cette prise de conscience me brûler à nouveau. Il ne s'agissait pas de loyer, d'électricité ou de carte de crédit. Il s'agissait d'un schéma qui avait englouti ma sœur et m'avait entraîné avec elle. Et le pire, c'était de savoir que j'avais continué à l'alimenter parce que je croyais la sauver. J'ai regardé papa et maman, et pour la première fois, j'ai compris que ce que je faisais n'était pas de sauver Camille de la chute. Je l'aidais à cacher à quel point elle était déjà tombée. J'ai dégluti et j'ai pris une autre inspiration stable, sachant que la partie suivante serait plus difficile à dire à voix haute. Parce qu'une fois que j'ai réalisé que mon argent ne sauvait pas Camille, mais la cachait, j'ai commencé à chercher des réponses comme je le fais au travail. J'ai cessé de me fier aux sentiments et j'ai commencé à suivre des schémas. J'ai commencé à me poser des questions qui me nouaient l'estomac. Si elle utilisait mon argent pour boucher des trous, combien de trous y avait-il? Si elle me demandait de garder le secret, à qui d'autre demandait-elle? Je ne l'ai pas découvert en un moment dramatique. Je l'ai découvert comme on découvre généralement les secrets de famille, par bribes, par de petites erreurs et des allusions accidentelles. Ça a commencé par un appel de ma tante Sophie. C'est la sœur de maman, pratique, sans chichi, le genre de femme qui a toujours des essuie-tout dans son sac et ne laisse jamais personne quitter sa maison le ventre vide. Elle m'a appelé un après-midi et m'a demandé comment j'allais. Sa voix avait cette douceur prudente que les gens utilisent quand ils veulent dire quelque chose mais ne veulent pas aggraver les choses. Je lui ai dit que j'allais bien. C'était ma réponse automatique. Bien signifiait que j'étais encore debout. Elle a fait une pause puis a demandé, presque nonchalamment, si Camille allait bien. J'ai dit qu'elle était entre deux emplois et essayait de trouver ses marques. Sophie a fait un petit bruit, comme si elle pesait ses mots. Puis elle a dit Camille m'a demandé de l'argent le mois dernier. Juste un peu. Elle a dit que c'était pour le loyer. Elle m'a demandé de n'en parler à personne parce qu'elle ne voulait pas que maman et papa s'inquiètent. Tout mon corps est devenu froid. Pas parce que Camille avait demandé de l'aide, mais parce qu'elle avait répété la même phrase. Le même scénario. La même demande de silence. J'ai essayé de garder ma voix stable. J'ai demandé à Sophie combien. Elle me l'a dit, et ce n'était pas une somme énorme, mais c'était assez pour compter. Assez pour signifier que ce n'était pas une faveur ponctuelle. Assez pour signifier que Camille tissait une toile. J'ai demandé à Sophie si elle l'avait dit à quelqu'un d'autre. Sophie a dit non. Elle a dit qu'elle se sentait mal à l'aise, mais Camille avait l'air si embarrassée, si désespérée. Elle a dit qu'elle ne voulait pas causer de drame. Elle a dit qu'elle pensait que Camille le dirait à maman et papa quand les choses iraient mieux. Sophie a dit qu'elle ne voulait pas lui enlever ce choix. Je l'ai remerciée de me l'avoir dit. Ma voix semblait lointaine à mes propres oreilles. Quand j'ai raccroché, je me suis assise sur le bord de mon canapé et j'ai regardé le mur pendant un long moment. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon silence ne protégeait pas Camille. Il protégeait ce que Camille faisait. Après ça, j'ai commencé à tout remarquer. Une cousine a mentionné que Camille avait été stressée dernièrement et avait posé des questions sur les prêts à court terme. Un oncle a fait une blague sur le fait que tout le monde avait besoin d'un plan de sauvetage ces jours-ci, et j'ai ri comme si c'était drôle, même si mes mains étaient moites. Maman m'a dit en passant que Camille l'appelait plus souvent, l'air fatigué. Maman a dit qu'elle était inquiète mais que Camille insistait toujours sur le fait qu'elle allait bien. Bien. Ce mot encore. J'ai appelé Camille et je lui ai demandé directement si elle avait emprunté de l'argent à tante Sophie. Elle n'a pas nié. Elle n'a même pas eu l'air surprise que je le sache. Elle avait l'air agacée, comme si j'avais violé un accord. Elle a dit oui, mais que ce n'était pas grave. Elle a dit que Sophie avait offert. Elle a dit que c'était juste temporaire. Elle a dit que je ne devrais pas appeler partout à ce sujet comme une sorte de détective. Je lui ai dit que je n'appelais pas partout. Je lui ai dit que Sophie m'avait appelé parce qu'elle se sentait mal à l'aise. Camille a rétorqué que Sophie était dramatique. Elle a dit que les gens réagissaient toujours de manière excessive quand il s'agissait d'argent. Elle a dit que je la faisais se sentir plus mal alors qu'elle luttait déjà.
Puis elle a baissé la voix et a dit les mots qu'elle disait toujours, ceux qui se serraient autour de ma gorge comme une corde. Ne le dis pas à maman et papa. S'il te plaît. Je t'en supplie. Je lui ai demandé pourquoi elle me suppliait alors qu'elle aurait dû leur parler. Elle a dit parce qu'ils ne comprendraient pas. Elle a dit que papa la jugerait. Elle a dit que maman s'inquiéterait à en être malade. Elle a dit qu'elle pouvait gérer si tout le monde restait en dehors de ça. Rester en dehors de ça. Comme si ça n'avait rien à voir avec moi. Comme si je n'avais pas porté ça depuis des années à ce moment-là. Je lui ai dit que j'avais besoin d'honnêteté si je devais continuer à l'aider. Elle a accepté. Pendant environ une semaine. Puis autre chose s'est produit. Quelque chose qui m'a donné la chair de poule avec une sorte d'effroi que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'était un dimanche après-midi quand je suis allé chez maman et papa pour aider papa avec quelque chose dans le garage. Papa aime faire les choses lui-même, mais il est aussi le genre d'homme qui prétend ne pas avoir besoin d'aide jusqu'à ce qu'il en ait besoin. Il m'avait envoyé un texto ce matin-là, simple et direct. Passe si tu as le temps. J'ai besoin d'une deuxième paire de mains. Quand je suis arrivé, papa était dans le garage entouré d'outils et de boîtes de rangement défaites. La radio jouait doucement, et il avait retroussé ses manches. Maman était à l'intérieur en train de faire de la soupe, le genre de soupe qui a toujours le goût de la sécurité. J'ai aidé papa à déplacer une boîte lourde, puis nous sommes restés là un moment à reprendre notre souffle. Papa s'est essuyé les mains sur un chiffon et m'a demandé comment allait le travail. Je lui ai dit que c'était chargé. Il a hoché la tête comme s'il s'y attendait. Puis il a dit quelque chose qui m'a arrêté. Il a dit et Camille m'a posé des questions sur mon compte de retraite la semaine dernière. Mon estomac est tombé si vite que j'ai eu le vertige. J'ai essayé de paraître décontracté, comme si de rien n'était. J'ai demandé ce qu'elle voulait savoir. Papa a froncé les sourcils. Il a dit qu'elle posait des questions sur les pénalités et les retraits. Il a dit qu'elle parlait vite, comme si elle avait beaucoup de choses en tête. Papa a dit qu'il lui avait dit de ne pas toucher à l'argent de la retraite à moins que ce ne soit une urgence. Papa a dit qu'elle lui avait dit que c'était une urgence, mais elle n'a pas expliqué. J'ai entendu le sang affluer à mes oreilles. Je me suis forcé à respirer. J'ai demandé à papa s'il lui avait donné de l'argent. Papa a hésité. Cette hésitation m'a tout dit avant qu'il ne dise un mot. Il a détourné le regard, juste légèrement, vers les étagères. Puis il a admis qu'il l'avait aidé. Pas beaucoup, a-t-il dit rapidement. Juste un peu. Il a dit qu'elle avait promis de le rembourser quand elle serait sur pied. Il a dit qu'elle lui avait demandé de ne pas en parler à maman parce que maman s'inquiéterait. J'ai senti mes genoux faiblir. J'ai agrippé le bord de l'établi pour me stabiliser. Papa, ai-je dit, et ma voix semblait étrange, tendue, comme si elle venait de quelqu'un d'autre. Depuis combien de temps ça dure? Papa a de nouveau froncé les sourcils. Il a dit que c'était récent. Il a dit qu'elle avait demandé une fois il y a quelques mois, puis à nouveau plus récemment. Papa a dit qu'il pensait juste l'aider à traverser une mauvaise passe. Papa a dit qu'il ne pensait pas que c'était une grosse situation. Je l'entendais à peine à cause de mes propres pensées. Parce que c'était une grosse situation. C'était plus grand que ce que je m'étais même permis de nommer. Si Camille avait puisé dans l'argent de la retraite de papa, cela signifiait qu'elle était désespérée d'une manière qui l'effrayait même elle. Cela signifiait aussi qu'elle était prête à franchir des lignes qui ne devraient pas être franchies. L'argent de la retraite n'est pas un prêt occasionnel. Ce n'est pas une solution rapide. C'est l'avenir que papa avait passé des décennies à construire avec des choix prudents, des matins précoces et en disant non à des choses qu'il voulait parce qu'il croyait en la sécurité. J'ai demandé à papa combien. Il me l'a dit, et c'était assez pour que ma gorge se serre. Assez pour que je sache que ce n'était pas juste un peu. Papa a observé mon visage et son expression a changé. Il a dit, « Attends. Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» Il a dit, « Clara, tu sais quelque chose ?» J'ai voulu tout lui dire à ce moment-là. J'ai voulu tout déballer et laisser la vérité prendre sa propre forme. Mais maman est entrée dans le garage à ce moment-là avec un plateau de bol, souriante, demandant si nous avions faim. Son sourire s'est estompé quand elle a vu mon visage. Elle a demandé ce qui n'allait pas. Papa n'a rien dit au début. Il a juste regardé entre nous, et je pouvais voir l'instinct en lui de maintenir la paix.
L'instinct de reporter le conflit à plus tard. L'instinct qui avait probablement permis à Camille d'opérer si longtemps. J'ai menti. Pas complètement, mais assez. J'ai dit à maman que j'étais juste fatigué. Je lui ai dit qu'il y en avait beaucoup. Je lui ai dit que j'allais bien. Il y avait ce mot encore, bien, comme une couverture jetée sur quelque chose qui brûle. Ce soir-là, après être rentré chez moi, je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable ouvert et mon téléphone à la main. J'ai regardé le journal d'appel. J'ai regardé le nom de Camille. Je ne l'ai pas appelé tout de suite. Je devais m'assurer que je n'imaginais pas des choses. Je devais m'assurer que je ne réagissais pas à la peur. Alors j'ai commencé à rassembler des faits. J'ai sorti mes relevés bancaires et j'ai remonté mois par mois. J'ai fait une liste de chaque virement. J'ai noté les dates. J'ai noté les montants. Je les ai comparés aux messages de Camille, au jour où elle appelait en pleurant, au jour où elle agissait comme si ce n'était pas grave. J'ai surligné des schémas. J'ai entouré les mots qu'elle utilisait encore et encore, temporaire, juste cette fois, ne le dis pas à maman et papa. J'ai fait la même chose que les gens font quand ils essaient de se prouver que ce qu'ils ont vécu est réel. J'ai rassemblé des preuves. Pas pour un tribunal. Pas par vengeance. Pour ma santé mentale. Une fois que je l'ai vu sur papier, je ne pouvais plus l'ignorer. Ce n'était pas une mauvaise passe. C'était un système. Camille empruntait à une personne pour couvrir ce qu'elle devait à une autre. Elle prenait de moi, puis de tante Sophie, puis de papa, et puis elle m'appelait à nouveau. Elle gardait chaque personne séparée, chaque secret isolé, pour que personne ne puisse voir l'image complète. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait sentir à la fois soulagé et malade en même temps. Je n'étais pas la seule. Mais j'étais celle sur qui elle s'était appuyée le plus longtemps. Le plus profondément. Celle qu'elle utilisait comme fondation pendant qu'elle gardait son image polie pour tout le monde. Cette prise de conscience ne m'a pas fait me sentir mieux. Elle m'a fait me sentir à vif. Parce que cela signifiait que toutes ces nuits où je pensais sauver ma sœur, elle construisait une échelle avec mon argent et remontait sur son piédestal. Cela signifiait qu'elle pouvait s'asseoir à une table de Noël des années plus tard et me traiter d'incapable sans broncher, parce qu'elle s'était entraînée à croire sa propre histoire. La fois suivante où Camille m'a demandé de l'argent, je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé le téléphone sonner. Je l'ai regardé s'allumer, et j'ai senti quelque chose de nouveau monter en moi. Pas de la culpabilité. Pas de la panique. De la colère, calme et propre. Quand je l'ai finalement rappelé, je lui ai posé une question. Je lui ai demandé à combien de personnes elle avait emprunté. Elle est devenue silencieuse. Puis elle a ri, ce rire mince qu'elle utilise quand elle se sent acculée. Elle a dit « Pourquoi tu demandes ça ?» Elle a dit « Tu agis comme si j'étais une criminelle. » Je lui ai dit que je savais pour tante Sophie. Je lui ai dit que je savais pour papa. Sa voix est devenue sèche. Elle a dit « Tu n'avais pas le droit de parler à papa. » Elle a dit « Tu essaies de les monter contre moi. » Elle a dit « Tu es jalouse. » Elle a dit « Tu as toujours détesté que je sois celle dont ils étaient fiers. » Mes mains tremblaient, mais ma voix est restée stable. Je lui ai dit que ce n'était pas une question de fierté. Je lui ai dit que c'était une question de vérité. Elle a dit la chose qu'elle disait toujours quand elle perdait le contrôle. Elle a dit « Ne le dis pas à maman. Ne le dis pas à papa. Tu vas tout gâcher. » Et c'est à ce moment-là que j'ai compris exactement ce que tout signifiait pour elle. Tout n'était pas notre famille. Tout était son image. Après cet appel, j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur et je l'ai nommé pour ce qu'il était. J'ai commencé à sauvegarder des captures d'écran. J'ai commencé à sauvegarder des relevés bancaires. J'ai commencé à écrire une chronologie en langage simple, mois par mois, paiement par paiement, demande par demande. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais la punir. Je l'ai fait parce que je me sentais glissé dans ce vieux brouillard où je remettais en question ma propre réalité. Je l'ai fait parce que je savais que si je n'ancrais pas la vérité quelque part de solide, Camille la réécrirait, et je finirais par m'excuser pour quelque chose qu'elle avait fait. Alors, debout à la table de Noël maintenant, avec papa qui me fixait toujours et maman figée près du comptoir, je savais que je ne tenais pas seulement ma propre histoire entre mes mains. Je tenais la première carte claire de jusqu'où ma sœur était allée, et combien de personnes elle avait entraîné avec elle.
J'ai dégluti à nouveau, puis j'ai regardé papa, et j'ai hoché la tête une fois comme si je me faisais un signe à moi-même. J'ai les preuves, ai-je dit doucement, et je peux tout vous montrer. Mais la vérité était que la décision d'arrêter n'a pas commencé à cette table de Noël. Elle a commencé des semaines plus tôt, un jour de semaine ordinaire qui a failli me coûter mon travail. Je fonctionnais sur les réserves depuis des mois à ce moment-là. Dormant légèrement, me réveillant déjà fatigué. Vérifiant mon téléphone dès le matin, non pas pour des messages d'amis ou des nouvelles, mais pour voir si Camille avait envoyé un texto. Mon corps avait appris à se préparer avant même que mon esprit ne suive. Le travail n'avait pas ralenti. Au contraire, il exigeait plus de moi. De nouvelles procédures, des réunions constantes, des délais qui s'empilaient les uns sur les autres. J'avais l'habitude d'être fier d'être stable. Fiable. Celle sur qui les gens pouvaient compter. Quelque part en cours de route, cette stabilité a commencé à se fissurer. Le premier signe est apparu lors d'une réunion d'équipe. Je devais présenter un résumé sur lequel j'avais travaillé pendant des semaines. Je me tenais là, fixant l'écran, et pendant quelques secondes, mon esprit est devenu complètement vide. Pas nerveuse. Vide. Comme si les mots s'étaient évaporés. Ma responsable m'a regardé, confuse. Quelqu'un s'est raclé la gorge. Je me suis excusé et j'ai bredouillé, mais je pouvais sentir le changement dans la pièce. La question tacite. Ça va? Plus tard dans la journée, ma responsable m'a demandé de passer dans son bureau. Elle a fermé la porte doucement et m'a demandé si tout allait bien. Elle a dit que je semblais distraite ces derniers temps. Elle a dit qu'elle appréciait mon travail, mais qu'elle avait besoin de moi présente. J'ai hoché la tête et j'ai dit oui, bien sûr, j'étais juste fatigué. J'ai dit que les choses avaient été chargées à la maison. Elle m'a regardé un long moment, puis a dit quelque chose qui m'a effrayé plus que n'importe quelle dispute avec Camille ne l'avait jamais fait. Elle a dit « Je ne veux pas te perdre, mais j'ai besoin que tu prennes soin de toi. » Prendre soin de moi. J'ai presque ri. Je ne savais même plus ce que cela signifiait. Ce soir-là, Camille a appelé. J'ai vu son nom s'allumer sur mon téléphone alors que j'étais assise sur mon canapé, chaussures encore aux pieds, regardant le vide. Pendant une seconde, j'ai envisagé de ne pas répondre. J'ai envisagé de laisser aller à la messagerie vocale. Je ne l'ai pas fait. L'habitude est une chose puissante. Sa voix n'a pas paniqué cette fois. Elle était plate. Professionnelle. Elle m'a dit qu'elle avait de nouveaux besoins d'argent. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle ne s'est pas excusée. Elle m'a dit le montant et la date limite, comme si elle lisait une liste. J'ai senti quelque chose durcir en moi. Je lui ai demandé à quoi ça servait. Elle a soupiré, irritée. Elle a dit pourquoi ça a de l'importance. Elle a dit l'argent, c'est de l'argent. Elle a dit que je réfléchissais trop encore une fois. Je lui ai dit que j'avais des difficultés. Je lui ai dit que mon travail était en jeu. Je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer à faire ça. Il y a eu une pause. Puis elle a dit la phrase qui a finalement brisé le peu de loyauté qui me restait. Elle a dit « Eh bien, je supposais que tu trouverais une solution. Tu le fais toujours. » Il n'y avait aucune gratitude dans sa voix. Aucune honte. Juste de l'attente. Cette phrase a eu plus de poids que tous les chantages affectifs combinés. Parce qu'elle a révélé quelque chose que j'avais refusé de voir. Elle n'avait pas peur de perdre mon aide. Elle était convaincue qu'elle ne la perdrait pas. Je lui ai dit que je ne pouvais rien envoyer pour le moment. Elle a ri. Pas un rire nerveux. Un rire sec. Elle a dit « Ne sois pas dramatique. » Elle a dit « Tu as un travail. Ça ira. » Elle a dit « J'en ai plus besoin que toi. » Je pouvais entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Elle a rétorqué que réfléchir n'était pas une option. Elle a dit que si je ne l'envoyais pas, les choses tourneraient mal. Elle a dit que je le regretterais. Quelque chose en moi est devenu très calme. J'ai réalisé que j'avais eu peur de sa colère si longtemps que je n'avais jamais pris le temps de me demander pourquoi. Peur de quoi, exactement? De sa déception. De ses mots. De son retrait. Aucune de ces choses ne pouvait réellement me nuire à moins que je ne les laisse faire. J'ai mis fin à l'appel.
Pas avec une dispute. Pas avec un discours. J'ai simplement dit que je ne pouvais plus faire ça et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais ma poitrine était plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle a immédiatement envoyé un texto. Puis un autre. Puis un autre. Les messages ont rapidement changé. D'abord la confusion. Puis l'accusation. Puis la culpabilité. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que je lui ferais ça. Elle a dit que je l'abandonnais. Elle a dit qu'elle s'en souviendrait. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, j'ai dormi près de 8 heures d'affilée pour la première fois depuis des mois. Quand je me suis réveillé, le monde semblait plus silencieux. Les jours suivants ont été horribles et clarifiants à la fois. Camille a essayé tous les angles. Elle a appelé. Elle a envoyé des textos. Elle a envoyé de longs messages sur la trahison et de cours sur les urgences. Elle a alterné entre le froid et la supplication. Quand je n'ai pas répondu, elle a intensifié. Elle a mentionné maman et papa. Elle a dit qu'ils seraient déçus de moi s'ils savaient. Elle a dit que j'étais égoïste. Elle a dit que j'avais changé. Elle avait raison sur une chose. J'avais changé. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. J'ai recommencé à me concentrer au travail. J'ai pris une pause déjeuner complète et j'ai vraiment mangé. Je suis rentré à l'heure. J'ai senti le brouillard dans ma tête commencer à se dissiper, lentement. Mais avec le soulagement est venue la peur. Pas de Camille, mais de ce qui arriverait quand la vérité éclaterait enfin. Parce que je savais qu'elle éclaterait. Les secrets comme ça ne restent jamais enterrés. Ils pourrissent. Ils fuient. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me préparer. Pas pour la vengeance. Pas pour l'exposer publiquement. Pour me protéger. J'ai tout organisé. Relevé bancaire. Message. Date. Montant. J'ai écrit une chronologie qui montrait comment cela avait grandi d'un mois de loyer à des années de soutien. J'ai inclus des notes sur ces demandes de secret. J'ai inclus des captures d'écran de messages où elle présentait mon aide comme une obligation. Je ne l'ai pas fait avec colère. Je l'ai fait avec clarté. Je me suis dit que si quelqu'un me demandait un jour pourquoi j'avais arrêté, je n'aurais pas à chercher mes mots. Je n'aurais pas à me fier à une mémoire qui pourrait être déformée. J'aurais la vérité, simple et sans fioriture. À l'approche de Noël, la tension s'est épaissie. Camille a cessé de m'appeler directement et a commencé à agir normalement dans le chat de groupe familial. Elle a envoyé des messages joyeux. Elle a plaisanté. Elle a posté des photos en ligne qui donnaient l'impression qu'elle allait très bien. Je savais ce que cela signifiait. Elle renforçait son image. Elle prenait de l'avance sur l'histoire. Quand maman a appelé pour confirmer les plans pour le dîner de Noël, j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Je savais que je ne pouvais pas continuer à faire semblant. Je savais aussi que je ne pouvais pas forcer la vérité à sortir dans une conversation privée où Camille pourrait la réécrire plus tard. Je n'ai pas planifié de confrontation. Je n'ai pas répété de discours. Je savais juste que lorsque nous serions tous dans la même pièce, quelque chose céderait. Sur le chemin de la maison de maman et papa ce soir-là, avec le gâteau fait maison sur le siège passager et le dossier de documents dans mon sac, je me sentais étrangement calme. Comme quelqu'un qui a déjà franchi la ligne la plus difficile. Je ne savais pas exactement ce qui allait se passer. Mais je savais ceci. Le dîner de Noël allait être le moment où tout ce que Camille avait construit sur le silence rencontrerait enfin la lumière. Et une fois que cela arriverait, il n'y aurait pas de retour en arrière. La lumière était déjà là, chaude et brillante dans la salle à manger de maman et papa, se reflétant sur la table en bois poli et le plat en cristal que maman ne sortait que pour les fêtes. Cela rendait toute la scène presque trop jolie pour ce qui se passait. Un sapin scintillant dans le coin. Des bougies sur le buffet. Des assiettes alignées comme une carte postale. Et au milieu de tout ça, papa debout avec sa chaise repoussée, maman figée près du comptoir, et son visage tourné vers moi comme si j'étais celle qui avait brisé quelque chose de sacré. La voix de papa flottait encore dans l'air. Quelle facture? Pourquoi? Camille était assise très droite, les mains jointes trop proprement sur ses genoux, comme si elle pouvait se maintenir par la force. Ses yeux étaient fixés sur moi, vifs et menaçants, mais je n'ai pas détourné le regard.
J'avais vécu trop longtemps sous ce regard. J'ai lentement fouillé dans mon sac. Je ne voulais pas bouger vite. Je ne voulais pas que quiconque pense que c'était un coup monté, ou que j'y prenais plaisir. J'ai sorti un simple dossier, du genre qu'on achète en paquet à la papeterie, et je l'ai posé sur la table devant papa. Le son de sa chute était faible, mais dans cette pièce, il a semblé fort. Papa l'a regardé comme s'il pouvait le mordre. La main de maman s'est appuyée sur le comptoir. La bouche de tante Sophie s'est légèrement entr'ouverte, comme si elle voulait parler mais ne trouvait pas de moyen sûr de le faire. Mon oncle s'est agité sur sa chaise. La fourchette de quelqu'un a cliqueté contre une assiette, oubliée. J'ai gardé ma voix calme exprès. Pas froide. Juste stable. J'avais appris à mes dépens que si l'on a l'air émotif, les gens entendent les émotions au lieu des faits. J'ai dit ça a commencé au printemps 2020, quand Camille a perdu son travail et ne vous l'a pas dit. J'ai dit elle m'a appelé et a demandé de l'aide, juste temporaire, et elle m'a demandé de ne pas le dire à maman et papa parce qu'elle avait honte et ne voulait inquiéter personne. Maman a émis un petit son, comme si elle allait m'interrompre, mais elle s'est retenue. J'ai continué. J'ai dit j'ai aidé parce que je la croyais. J'ai dit ça a commencé avec le loyer. Puis l'électricité. Puis Internet. Puis les cartes de crédit. J'ai dit les demandes ne se sont pas arrêtées après un mois. Elles sont devenues une habitude. Le visage de papa s'est durci. Il n'a pas cligné des yeux. Papa n'est pas un homme qui pleure facilement, mais il a un regard qui apparaît quand quelque chose le frappe au plus profond de lui. C'est le regard d'un homme qui réalise que les règles selon lesquelles il a vécu ne s'appliquent pas à la pièce dans laquelle il se trouve. Camille a eu un petit rire, essayant de couper mes paroles. Elle a dit c'est ridicule. Elle a dit elle exagère. Elle a dit c'est Noël. Elle a dit elle fait toute une histoire pour rien. Je n'ai pas discuté avec elle. Je n'ai pas échangé d'insultes. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement fait glisser le dossier vers papa et lui ai dit de regarder. Papa a hésité une seconde, comme s'il espérait que cela disparaîtrait s'il n'y touchait pas. Puis il l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des relevés imprimés, des virements surlignés, des pages étiquetées avec des dates, et une simple chronologie que j'avais tapée en langage clair. Je ne l'avais pas décoré. Je n'avais pas ajouté de mots dramatiques. Juste les faits. Mois par mois. Demande par demande. Montant par montant. Des notes sur ce qu'elle disait à chaque fois. Des notes sur la condition qui l'accompagnait toujours, ne le dis pas à maman et papa. Les mains de papa tremblaient légèrement alors qu'il tenait la première page. Il l'a lu lentement. La pièce est restée silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du chauffage et du son lointain de la musique de Noël provenant du salon. Maman s'est penchée en avant, ses yeux parcourant les pages depuis sa place près du comptoir. Elle n'a encore rien touché, mais son visage a changé alors qu'elle reconnaissait le schéma. On peut toujours dire quand maman compte dans sa tête. Ses lèvres se pressent et ses yeux se plissent. Elle comptait. Tante Sophie s'est levée sans parler et s'est approchée de la table, comme si son corps avait besoin de voir ce que ses oreilles entendaient. Elle a regardé les lignes surlignées puis Camille, et quelque chose dans son expression s'est durci. Papa a levé les yeux vers moi. Sa voix était plus calme maintenant. Il a demandé depuis combien de temps. Je lui ai dit que ça durait depuis des années. Je n'ai pas utilisé de chiffres. Je n'en avais pas besoin. Les pages le disaient déjà. Les yeux de papa se sont tournés vers Camille. Il a demandé si c'était vrai. Les joues de Camille ont rougi. Elle a levé le menton et a essayé de paraître offensée. Elle a dit on s'entraide. Elle a dit elle a offert. Elle a dit elle se fait passer pour une victime parce que sa vie est ennuyeuse et qu'elle a besoin d'attention. Maman s'est alors avancée, quittant enfin le comptoir. La voix de maman était tremblante mais sèche. Elle a demandé à Camille si elle avait perdu son travail. Elle a demandé pourquoi elle ne le lui avait pas dit. Elle a demandé pourquoi elle l'avait laissé croire que tout allait bien. Camille a levé les yeux au ciel. Elle a dit « Je ne voulais pas te stresser, maman ». Elle a dit « Tu t'inquiètes trop ». Elle a dit « Tu aurais empiré les choses ». Maman a tressailli comme si elle avait été frappée. C'était un petit tressaillement, mais je l'ai vu. Maman déteste qu'on lui dise quel est le problème.
Elle le déteste parce qu'elle craint que ce ne soit vrai. Papa a levé une page et a froncé les sourcils. Il a montré une ligne et a demandé ce que c'était. Il a posé des questions sur un paiement étiqueté comme une facture de carte de crédit d'urgence. Il a dit qu'il pensait que le travail de Camille couvrait ça. Il a dit qu'il pensait qu'elle avait des économies. Les yeux de Camille ont balayé la pièce. Elle a dit « j'avais des économies ». Elle a dit « j'essayais juste d'être prudente ». Elle a dit que les choses étaient compliquées. Papa a tourné une autre page. Sa mâchoire s'est crispée. Il m'a demandé pourquoi il ne savait pas. Cette question m'a transpercé, même si je m'y attendais. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que Camille m'avait supplié de garder le secret. Je lui ai dit qu'elle avait honte. Je lui ai dit qu'elle avait dit que maman paniquerait. Je lui ai dit qu'elle avait dit que papa la jugerait. Je lui ai dit qu'elle avait dit que cela gâcherait tout. Papa a fixé Camille comme s'il la voyait pour la première fois. Camille a essayé de sourire à nouveau, mais ça avait l'air faux sur son visage. Elle a dit « j'ai dit ces choses parce que j'étais stressée ». Elle a dit « Clara prend tout tellement à cœur ». Elle l'a toujours fait. Je n'ai pas réagi. J'ai simplement tourné vers tante Sophie et je lui ai demandé, d'une voix douce, si Camille lui avait emprunté de l'argent. Tante Sophie n'a pas hésité. Elle a dit oui. Elle a dit que Camille avait appelé en pleurant et avait dit qu'elle était gênée et lui avait demandé de n'en parler à personne. Elle a dit qu'elle pensait que c'était une chose ponctuelle. La tête de Camille s'est tournée brusquement vers elle. Ses yeux se sont écarquillés comme si elle ne pouvait pas croire que Sophie parlerait. Elle a dit « Comment as-tu pu ?» Elle a dit « Je t'avais dit de ne pas le faire ». La voix de tante Sophie est restée calme, mais son visage était fermé. Elle a dit « Je n'ai rien dit à personne parce que j'essayais de te respecter ». Elle a dit « Je ne savais pas que tu faisais ça à plusieurs personnes ». Elle a dit « Je ne savais pas que tu utilisais la même excuse avec nous tous ». Un murmure a traversé la pièce, bas et agité. Une de mes cousines, de l'âge de Camille, s'est agitée et a demandé doucement si c'était pour ça que Camille lui avait envoyé un texto l'année dernière. Elle a dit que Camille avait demandé si elle pouvait lui emprunter de l'argent et avait promis que ce serait remboursé bientôt. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas fait, mais qu'elle se souvenait du message parce qu'il semblait bizarre. Un autre cousin s'est raclé la gorge et a admis que Camille lui avait demandé aussi. Il a dit qu'il avait envoyé un peu parce qu'il pensait que c'était temporaire. Il a dit qu'elle lui avait dit de ne rien dire parce qu'elle ne voulait pas avoir l'air d'être en difficulté. Les mots continuaient de sortir par bribes, comme un puzzle qui s'assemble dans l'air. Chaque personne réalisant qu'elle n'était pas la seule. Chaque personne réalisant que le secret ne visait pas à protéger la famille, mais à nous empêcher de comparer nos notes. La main de maman est allée à sa bouche. Elle regardait de visage en visage comme si elle regardait le sol s'effondrer. Papa a baissé les yeux sur les papiers à nouveau, balayant plus vite maintenant, comme si son esprit lui permettait enfin de voir ce que son cœur ne voulait pas accepter. La voix de Camille s'est élevée. Elle a dit « Vous vous liguez tous contre moi ». Elle a dit « Vous ne comprenez pas ce que c'est que de tout perdre ». Elle a dit « Vous vous croyez si parfait ». Personne ne lui a répondu tout de suite. Le silence l'a fait pour nous. C'était le genre de silence qui dit que vous avez épuisé la patience de la pièce. Papa a tourné une autre page. Sa main s'est arrêtée. Il s'est figé. Je l'ai vu avant qu'il ne parle. Ses yeux se sont fixés sur une section que j'avais évitée même dans ma propre tête. Une note sur une conversation dans le garage. Un retrait. Un prêt. De l'argent qui n'était pas censé être touché. La voix de papa était basse et étrange, comme si ça lui faisait mal de forcer les mots à sortir. Il a posé des questions sur l'argent de la retraite. La tête de maman s'est relevée d'un coup. Elle a regardé papa, confuse. Elle a demandé ce qu'il voulait dire. Elle a dit quel argent de la retraite. Papa ne l'a pas regardé au début. Il a continué à fixer Camille. Il a demandé à Camille si elle avait pris de l'argent de leur retraite. Le visage de Camille est devenu pâle une seconde, puis elle s'est vite reprise. Elle a dit « prix » est un mot fort. Elle a dit « papa a offert ». Elle a dit « c'était juste un prêt ». Elle a dit « j'allais le rembourser ». Les yeux de maman se sont écarquillés. Maman s'est approchée de la table si rapidement que sa chaise a raclé. Elle a demandé à papa si c'était vrai.
Elle a demandé s'il avait donné à Camille de l'argent de la retraite. La bouche de papa s'est crispée. Il n'aimait pas admettre qu'il avait été trompé. Papa déteste avoir l'air négligent. Mais il a hoché la tête. La main de maman s'est envolée vers sa poitrine. Ses yeux se sont immédiatement remplis. Pas des larmes dramatiques, mais le genre qui apparaît quand quelque chose de profondément ancré est menacé. La retraite n'était pas seulement de l'argent pour maman. C'était la sécurité. C'était l'avenir. C'était la promesse qu'après toutes les années de travail, d'épargne et de budget, il ne serait pas un fardeau. La voix de maman s'est brisée. Elle a demandé à Camille comment elle avait pu faire ça. Elle a demandé comment elle avait pu prendre leur avenir et jouer avec. Camille a tressailli au mot jouer. Elle a dit je n'ai pas joué. Elle a dit j'investissais. Elle a dit j'essayais d'arranger les choses. Elle a dit j'essayais de me remettre sur la bonne voie. Les yeux de papa se sont rétrécis. Il a demandé ce qu'elle entendait par investir. Les lèvres de Camille se sont pressées. Elle m'a regardé comme si elle voulait que je me taise, comme si nous étions toujours dans cet ancien accord. Comme si j'étais toujours sa gardienne. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai dit elle fait du trading. Forex et crypto. J'ai dit elle m'a dit qu'elle pouvait tout récupérer. J'ai dit elle n'arrêtait pas de dire que c'était le dernier effort. La pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre le léger crépitement de la cheminée dans l'autre pièce. Le visage de maman s'est tordu de douleur et d'incrédulité. Elle a chuchoté à Camille, s'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas fait ça. Les yeux de Camille ont brillé de colère. Elle a dit vous me faites passer pour une sorte d'accro. Elle a dit vous agissez tous comme si j'étais diabolique. Elle a dit j'étais désespéré. La voix de papa s'est durcie. Il a demandé combien elle avait perdu. Camille n'a pas répondu. Papa a demandé à nouveau, plus fort cette fois. Il a exigé un chiffre. La bouche de Camille s'est ouverte, s'est fermée. Sa gorge a bougé alors qu'elle déglutissait. Elle n'a toujours pas répondu. Ce silence était une réponse en soi. Les jambes de maman ont semblé flancher légèrement. Elle a attrapé le dossier d'une chaise pour se stabiliser. Je me suis instinctivement approché d'elle, mais elle a secoué la tête comme si elle avait besoin d'espace. Le visage de maman était mouillé maintenant, des larmes coulant sans qu'elle s'en aperçoive. Les épaules de papa se sont affaissées, puis se sont redressées. Papa est un homme qui réagit à la douleur en essayant de résoudre des problèmes. Mais il n'y avait rien à résoudre à ce moment-là. Il n'y avait qu'une vérité qui s'était déjà produite. Il a tourné le dossier vers moi et a demandé si j'en avais plus. J'ai hoché la tête. J'ai dit que j'avais des relevés bancaires et des messages. J'ai dit que j'avais une chronologie. J'ai dit que je ne partageais pas ça pour embarrasser qui que ce soit. J'ai dit que je l'avais apporté parce que je ne pouvais plus le porter seul et que je ne pouvais pas laisser Camille réécrire l'histoire plus tard. Camille s'est levée soudainement, sa chaise raclant bruyamment. Elle a hurlé que je faisais ça exprès. Elle a hurlé que je voulais la ruiner devant tout le monde. Elle a hurlé que j'étais jalouse. Sa voix a tremblé à la fin, et c'était la première fissure qui semblait réelle. Pas sa colère répétée. Pas son sarcasme. La peur. Tante Sophie a repris la parole, calme et ferme. Elle a dit ce n'est pas de la jalousie. Elle a dit cela a des conséquences. Camille l'a pointé du doigt, tremblante. Elle a dit tu n'as pas le droit de parler. Elle a dit tu ne sais pas ce que c'est que d'être sous pression. Mon oncle a enfin parlé, sa voix basse et déçue. Il a dit Camille, tu m'as demandé de l'argent aussi. Il a dit tu as promis que tu essayais juste de couvrir des factures. Il a dit tu as promis que tu me rembourserais. Les yeux de Camille ont balayé la table comme un animal piégé. Papa a levé la main. Pas pour nous faire taire, mais pour empêcher Camille de tourner en rond. Il lui a dit de s'asseoir. Il lui a dit qu'il n'avait pas fini. Camille a hésité, puis s'est assise, mais sa posture était rigide. Ses mains se serraient et se desserraient sur ses genoux. Papa a regardé à nouveau les papiers, puis moi. Sa voix s'est légèrement adoucie, non pas en approbation, mais en regret. Il m'a demandé, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Cette question m'a piqué d'une manière différente maintenant parce que je pouvais voir qu'il le pensait. Il ne m'accusait pas.
Il s'accusait lui-même. Il imaginait tous les moments où il avait loué Camille, toutes les fois où il avait pris sa confiance comme preuve qu'elle allait bien. J'ai répondu honnêtement. J'ai dit parce qu'elle m'a dit de ne pas le faire. J'ai dit parce que je pensais vous protéger. J'ai dit parce que j'avais honte aussi. J'ai dit je ne voulais pas être la raison pour laquelle la famille s'effondrerait. Maman a laissé échapper un petit sanglot, et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait s'effondrer. Puis elle s'est redressée, et son visage a changé. Ses yeux se sont concentrés sur Camille avec une fermeté que je n'avais pas vue chez elle depuis des années. Maman a posé à Camille une simple question. Elle a demandé pourquoi elle avait traité Clara d'incapable alors qu'elle vivait à ses crochets. La bouche de Camille s'est crispée. Elle a dit « Je ne le pensais pas comme ça ». Elle a dit « C'était une blague ». Maman a secoué la tête lentement. Elle a dit « Ce n'est pas une blague ». Elle a dit « C'est de la cruauté ». Camille a alors regardé papa, cherchant du secours, un adoucissement, l'ancien scénario où papa essaie de calmer les choses et de passer à autre chose. Papa ne l'a pas secouru. Papa avait l'air épuisé. Plus vieux qu'il ne l'était au début du dîner. Papa a dit qu'il avait besoin de comprendre toute l'étendue de la situation. Il a demandé à Camille s'il y avait autre chose. Plus de prêts. Plus de gens. Plus de comptes. Les yeux de Camille sont tombés sur la table. Pour la première fois, elle n'a pas riposté. Elle n'a pas jeté une autre insulte. Elle n'a pas joué la comédie. Elle a simplement fixé le grain du bois comme s'il pouvait lui donner une réponse. C'est alors que j'ai réalisé autre chose. Camille n'était plus en contrôle. Pas de la pièce. Pas de l'histoire. Pas de la façon dont les gens la voyaient. Le silence qui a suivi était lourd et final. Pas dramatique. Pas cinématographique. Juste réel. Le genre de silence où tout le monde pense la même chose mais personne ne veut être celui qui le dit. Les épaules de Camille se sont légèrement affaissées, comme si le poids de faire semblant était finalement trop lourd à porter. La main de papa est restée sur le dossier. Les larmes de maman continuaient de couler, silencieuses et régulières. Les bras de tante Sophie étaient croisés sur sa poitrine. Mes cousins fixaient leurs assiettes. Personne ne mangeait. Personne ne prenait la sauce. Tout le dîner de Noël restait intact comme une scène qui avait perdu son but. Et dans cette immobilité, Camille n'était plus la personne au pull parfait et au rire confiant. Elle était juste une femme qui n'avait plus personne derrière qui se cachait. Tous les yeux dans la pièce sont revenus sur moi, non pas parce que j'étais la méchante, mais parce que j'étais celle qui avait finalement dit la chose que personne ne voulait entendre. Je suis resté là, les mains le long du corps, ressentant le calme étrange qui vient lorsque la vérité est déjà sortie et qu'il n'y a plus rien à protéger. Papa a inspiré lentement, puis m'a regardé à nouveau, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Il m'a demandé combien j'avais payé. J'ai ouvert la bouche, et la pièce a attendu. J'ai dit à papa le total. Je l'ai dit lentement, car il méritait d'être entendu clairement. J'ai dit que cela avait augmenté avec le temps, mois après mois, jusqu'à devenir un chiffre qui ne correspondait plus à l'idée d'aide. Il correspondait à autre chose. Quelque chose de plus proche de la survie. Papa a fermé les yeux. Pas fermement, pas en colère, mais comme quelqu'un qui appuie sur pause parce que l'image devant lui est trop difficile à assimiler d'un coup. Quand il les a rouverts, il semblait différent. Plus terne. Usé. Maman n'a pas redemandé le chiffre. Elle n'en avait pas besoin. Elle l'additionnait déjà à sa manière. Elle voyait tous les petits sacrifices qu'elle et papa avaient faits au fil des ans. Les voyages qu'ils avaient reportés. Les extras qu'ils avaient sautés. La planification minutieuse qui semblait maintenant violée. Camille est restée très immobile. Elle n'a plus interrompu. Elle n'a pas ri, ni ricané, ni essayé de détourner la conversation. Son silence n'était pas calme. Il était vide. Papa a repoussé le dossier vers moi et a dit qu'il avait besoin d'une minute. Il s'est éloigné de la table et est allé dans le salon. Maman l'a suivi sans un mot. Leurs pas semblaient lourds sur le parquet. Personne n'a parlé pendant leur absence. Pas un murmure. Pas un soupir. C'était comme si la pièce elle-même comprenait que ce qui allait suivre ne serait pas réversible. Quand papa est revenu, il ne s'est pas assis. Il s'est tenu en bout de table,
une main posée sur la chaise comme s'il en avait besoin pour rester debout. Il a regardé Camille et a dit qu'il était déçu. Pas en colère. Pas en criant. Déçu. Il l'a dit comme les parents le font quand quelque chose se brise qui ne peut être réparé avec le temps ou les excuses. Il a dit qu'il ne pouvait plus l'aider. Il a dit qu'il ne lui prêterait pas d'argent, ne couvrirait pas ses factures, ni ne la protégerait des conséquences. Il a dit qu'il avait besoin de distance. Il a dit qu'il ne voulait pas la voir pendant un certain temps. Maman a hoché la tête à côté de lui. La voix de maman était calme mais ferme. Elle a dit qu'elle aimait sa fille, mais qu'elle ne pouvait plus faire partie de ça. Elle a dit qu'elle en avait assez qu'on lui mente. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace pour digérer ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle ne faisait pas confiance à Camille en ce moment. Camille a finalement réagi. Elle s'est levée brusquement, faisant basculer sa chaise. Elle a dit « Vous ne pouvez pas simplement me couper les ponts. » Elle a dit « Vous êtes mes parents. » Elle a dit « Vous êtes censés m'aider. » Papa a secoué la tête. Il a dit « L'aider n'est pas la même chose que de permettre. » Il a dit qu'il aurait aimé la prendre plus tôt. Maman s'est essuyé le visage et a dit qu'elle espérait que Camille obtiendrait une aide réelle. Elle a dit qu'elle espérait qu'elle parlerait à quelqu'un. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus regarder ça. Camille a regardé autour de la table, cherchant un allié. Tante Sophie n'a pas croisé son regard. Mes cousins fixaient leurs assiettes. Mon oncle a soupiré et a secoué la tête. Personne n'est intervenu. C'est à ce moment-là que Camille a réalisé qu'il n'y aurait pas de sauvetage. Elle a attrapé son manteau et s'est précipitée vers la porte. Elle a dit que nous le regretterions tous. Elle a dit que nous verrions à quel point nous étions cruels quand elle disparaîtrait. Elle a claqué la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. Les lumières du sapin clignotaient doucement dans le coin. La musique de Noël continuait de jouer dans l'autre pièce, joyeuse et absurde. Personne ne l'a poursuivie. Cette nuit-là s'est terminée sans dessert. Sans cadeau. Sans conclusion. Les gens se sont embrassés maladroitement et sont partis tôt. La maison semblait vide quand il ne restait plus que maman, papa et moi. Papa est resté assis à table longtemps après que tout le monde soit parti, fixant le grain du bois comme s'il essayait de le mémoriser. Maman nettoyait des plats à peine utilisés, ses mouvements lents et méthodiques. Je suis resté jusqu'à ce que tout soit terminé. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Les jours qui ont suivi ont été calmes d'une manière qui semblait inhabituelle. Camille n'a pas appelé. Ni moi. Ni maman. Ni papa. Le chat de groupe familial est devenu silencieux. J'ai appris plus tard qu'elle avait essayé. Elle avait contacté un cousin d'abord, puis un oncle. Les réponses étaient polies mais fermes. Personne n'a envoyé d'argent. Personne n'a offert de calmer les choses. Sans notre aide, la réalité qu'elle avait évitée est arrivée rapidement. Elle a perdu son appartement en quelques semaines. Pas de manière dramatique, pas avec un avis d'expulsion scotché à la porte, mais avec une décision tranquille qu'elle ne pouvait plus reporter. Elle a emménagé dans une petite chambre dans une maison en colocation de l'autre côté de la ville. Le genre d'endroit que l'on loue quand les options sont limitées et que l'intimité est un luxe. Elle n'a toujours pas arrêté le trading. Je le sais parce qu'elle m'a envoyé un texto une fois, tard dans la nuit, quelques semaines après Noël. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle a envoyé un message sur le fait qu'elle était sur le point de renverser la situation. Elle a dit qu'elle avait juste besoin d'un bon coup. Elle a dit que le marché était sur le point de changer. Je n'ai pas répondu. Sans notre argent pour amortir le choc, les pertes ont frappé plus durement. Elle a brûlé le peu qu'il lui restait. Elle a pris un travail de serveuse dans un restaurant près de l'autoroute. De longues heures. Des pourboires imprévisibles. Pas d'avantages sociaux. Le genre de travail dont elle se serait moquée autrefois, le genre de travail pour lequel elle se moquait des gens qui s'y installaient. Je n'ai pas ressenti de satisfaction quand j'ai entendu ça. J'ai ressenti de la tristesse. Pas le genre de tristesse douce, mais le genre lourd qui reste dans votre poitrine et ne bouge pas. Maman et papa ne sont pas allés la chercher. Ils n'ont pas appelé pour prendre de ses nouvelles. Ils n'ont pas envoyé d'argent discrètement en coulisses. Papa a dit qu'il avait besoin de protéger ce qui restait de sa paix. Maman a dit qu'elle avait besoin de faire le deuil de la fille qu'elle pensait avoir.
Cette distance a été la conséquence la plus difficile de toutes. Je n'ai pas demandé à Camille de me rembourser. Non pas parce que je ne le méritais pas, mais parce que je ne voulais plus que ma vie soit liée à la sienne. Je ne voulais pas que mon avenir soit ancré à sa guérison ou à son échec. Je lui ai envoyé un seul message. Un seul. Je lui ai dit que je n'envoyais plus d'argent. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle obtiendrait de l'aide. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que j'avais fini de la secourir. Elle a d'abord répondu avec colère. Puis avec le silence. Ce silence s'est étiré en semaines. Puis en mois. Au début, il semblait étrange de ne pas être nécessaire. Mon téléphone semblait plus léger dans ma main. Mes journées semblaient plus longues. J'ai remarqué combien d'espace avait été occupé par l'attente. Attendre le prochain appel. La prochaine crise. Le prochain chantage affectif. Sans ce bruit, je pouvais à nouveau entendre mes propres pensées. Je me suis concentré sur le travail. J'ai dormi. J'ai recommencé à économiser, lentement, prudemment. J'ai dit non aux heures supplémentaires dont je n'avais pas besoin. J'ai dit oui au repos. Maman et papa ont aussi commencé à se reconstruire. Pas financièrement, mais émotionnellement. Papa faisait des promenades le soir. Maman s'est inscrite à un cours communautaire. Il ne parlait pas beaucoup de Camille. Quand il le faisait, c'était bref et prudent. L'absence persistait, mais elle ne régnait plus sur la maison. La vie de Camille s'est réduite pour correspondre à la réalité qu'elle avait évitée. Moins d'options. Moins de gens prêts à écouter. Moins d'endroits où se cacher. Elle essayait toujours de jouer la force en ligne. Une photo souriante par-ci. Un post vague sur la résilience par-là. Mais les commentaires se sont faits plus rares. L'attention s'est estompée. Il n'y a pas eu de chute dramatique. Pas d'excuses publiques. Pas de grandes leçons délivrées. Juste des conséquences. Le genre qui ne crie pas. Le genre qui s'installe et reste. J'ai appris quelque chose pendant cette période que des disputes n'auraient jamais pu m'apprendre. Le karma n'a pas besoin de vengeance. Il n'a pas besoin de spectacle. Parfois, il a juste besoin que les gens arrêtent d'interférer. En prenant du recul, j'ai laissé Camille se rencontrer elle-même sans tampon. Sans mon argent pour amortir l'impact. Sans mon silence pour protéger son image. Le silence qui a suivi est devenu la réponse la plus bruyante de toutes. Et dans ce silence, j'ai enfin eu de la place pour respirer. Je n'ai pas réparé ma sœur. Je ne l'ai pas sauvée. Mais je me suis sauvé moi-même. Et pour la première fois depuis des années, c'était suffisant. Le mot incapable m'est resté longtemps après que la maison soit redevenue silencieuse. Il résonnait dans de petits moments où j'étais seul, quand je pliais le linge ou que je rentrais du travail en voiture, quand il n'y avait personne pour qui jouer la force. Je n'arrêtais pas de le retourner dans ma tête, non pas avec colère, mais avec curiosité. Qu'est-ce qu'elle voulait vraiment dire quand elle l'a dit? J'ai réalisé quelque chose lentement, comme la vérité arrive habituellement. Incapable n'a jamais été à propos de ce que je faisais ou ne contribuais pas. C'était une étiquette. Un outil. Une façon de me garder assez petite pour que je reste, assez serviable pour que je continue à donner, assez silencieuse pour ne jamais remettre en question le rôle qui m'avait été assigné. Tant que je croyais que j'étais incapable, je continuerais à essayer de prouver le contraire. Avec de l'argent. Avec le silence. Avec une loyauté qui me coûtait plus qu'elle n'aurait dû. Une fois que j'ai cessé d'y croire, toute la structure s'est effondrée. La vie après ce Noël n'est pas devenue parfaite. Elle est devenue plus simple. Et plus simple s'est avéré être un cadeau. Mes finances se sont stabilisées d'une manière que j'avais presque oubliée. Sans le flux constant de sorties, mon compte courant a cessé de ressembler à une crise imminente. J'ai remboursé ce que je devais. J'ai reconstitué mon épargne lentement, sans drame. Regarder ce solde augmenter à nouveau était rassurant, comme si je récupérais un morceau de moi-même qui avait été prêté trop longtemps. Au travail, ma concentration est revenue entièrement. J'ai arrêté de douter de chaque pause dans ma concentration. J'ai mieux dormi. J'ai ri plus facilement. Ma responsable a remarqué la différence et m'a dit que je semblais plus légère. Je n'ai pas expliqué pourquoi.
J'ai juste souri. Maman et papa ont aussi changé. Ils ne sont pas devenus des gens froids. Ils sont devenus plus clairs. Ils ont arrêté de trouver des excuses pour des comportements qui leur faisaient du mal. Ils ont arrêté d'aplanir les problèmes juste pour garder la paix. Ce n'était pas facile pour eux, surtout pour maman, qui avait passé la majeure partie de sa vie à croire que l'amour signifiait le sacrifice, peu importe le coût. Un soir, des mois plus tard, maman m'a dit quelque chose doucement alors que nous faisions la vaisselle ensemble. Elle a dit qu'elle aurait aimé apprendre plutôt que protéger son enfant ne signifie pas protéger ses mensonges. Elle a dit qu'elle était désolée de ne pas avoir vu ce qui se passait plus tôt. Je lui ai dit qu'elle avait fait de son mieux avec ce qu'elle savait. C'était vrai. Papa n'en a pas beaucoup parlé. Il le fait rarement. Mais un après-midi, alors que nous étions assis sur le porche à regarder le soleil se coucher derrière les arbres, il m'a dit qu'il était fier de moi. Pas pour ce que j'avais fait pour Camille, mais pour avoir su quand arrêter. Cela comptait plus que je ne l'aurais cru. Quant à Camille, je n'ai pas pris de ses nouvelles. Non pas par cruauté, mais par respect pour la limite que j'avais tracée. Chaque fois que je ressentais l'envie d'intervenir, de réparer quelque chose, d'adoucir une conséquence, je me rappelais que prendre du recul était la chose la plus gentille que je pouvais faire pour nous deux. Elle devait se rencontrer elle-même sans tampon. Sans quelqu'un pour absorber l'impact à sa place. D'après ce que j'ai entendu par des canaux lointains, elle a lutté. Elle a travaillé de longues heures. Elle a de nouveau déménagé, dans un endroit encore plus petit. Elle parlait toujours de renverser la situation, d'opportunités qui se présentaient. J'espérais, sincèrement, qu'un jour elle ferait face à ce qu'elle fuyait. Mais ce jour n'était pas à moi de le créer. Je ne la détestais pas. La haine m'aurait lié à son histoire plus longtemps que nécessaire. J'ai lâché prise à la place. Lâcher prise n'a pas été dramatique. C'était calme. C'était comme me choisir encore et encore de petites manières. Dire non sans expliquer. Refuser les appels qui semblaient dangereux. Avoir confiance que je n'avais pas besoin de justifier mes limites à quiconque profitait de les enfreindre. J'ai appris que la famille n'a pas un laissez-passer à vie pour vous faire du mal. L'amour ne se mesure pas à la quantité de douleur que vous êtes prête à endurer. Le silence peut être protecteur lorsqu'il est choisi, et non forcé. Et la vérité, une fois dite, n'a pas besoin de crier pour être puissante. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci. Le silence peut être un pouvoir, et la vérité peut être la vengeance la plus bruyante.